podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un aventurier qui est au centre des États-Unis présentement, en pleine aventure au Utah. C'est un entrepreneur, un conférencier, c'est un athlète de trial, de vélo. Il fait beaucoup de bike d'endurance, du bikepacking d'endurance présentement. Il fait des ultramarathons aussi. Il a fait un record sur la GR20 avec son gars. Donc, Gabriel Rancourt, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Merci Jean-François. Écoute, Gab, moi, je suis curieux de savoir comment que le sport est arrivé dans ta vie. Hey, méchante bonne question, j'adore ça. Contrairement à ben du monde, moi, quand j'ai commencé le vélo environ à 12 ans puis que je suis tombé en amour avec ça, pour moi, c'était vraiment un moyen de transport. C'était un moyen d'être libre et un moyen de me promener partout où est-ce que je voulais. Et c'est là que j'ai découvert, tu sais, maintenant, le backpacking, c'est trendy, hein? Les gens, ils mettent des sacoches sur leur vélo puis ils se disent, hey, je vais aller du point A au point B. Puis je vais faire quand même une bonne distance sur mon vélo. Mais moi, j'ai commencé à faire ça à 12 ou 13 ans. Dans le temps qu'il n'y avait pas de lumière en arrière de ton vélo. Je mettais mon stock dans mon sac à dos, puis je partais de la rive sud de Québec à la rive nord. J'allais voir mes amis parce que tout le monde était sur la rive nord. Puis c'est là que j'ai commencé à passer les journaux en vélo pour me faire des sous. J'ai commencé à me promener partout, été comme hiver. Hein? Alors, le pont de Québec, l'hiver, pendant que tu te fais éclabousser par les véhicules sur le côté pendant qu'il n'y avait pas de piste cyclable, il n'y avait pas de cône pour te protéger, là. Et j'avais un casque que j'avais acheté sur le catalogue Sears dans le temps. Tu pouvais acheter des choses en ligne, les faire arriver, ben pas en ligne, avec le catalogue papier, et tu le faisais livrer chez vous. Fait, j'avais un casque Sears de chez Sears. Mon seul cuissard que j'avais, c'est ma mère qui me l'avait fabriqué avec du lycra qu'elle avait acheté dans une boutique de tissu. Et j'avais un T-shirt de vélo de route que j'avais trouvé chez Village des Valeurs, le moins cher possible. Et c'est comme ça que je me suis développé, non seulement physiquement, mais je me suis développé aussi mentalement pour... dans le fond, je ne savais pas que ça allait faire ça, mais que ça allait me transformer un peu en quelqu'un qui a de la misère à annuler ses rêves ou de canceller ses projets. C'est ça m'a créé une tête assez forte. Et l'autre chose aussi que les gens que j'explique pas souvent, puis c'est le fun dans un podcast de pouvoir en parler, mais quand j'étais plus jeune, on n'avait tellement pas de sous qu'on était dans un appartement tellement miteux de charniers qu'il y avait des champignons dans les murs. Et j'ai développé de l'asthme très, très sévère quand j'étais jeune. Et j'étais le gars qui a failli passer plusieurs fois. J'ai passé des semaines à l'hôpital. On me disait que, tu sais, hey Gab, il respire pas bien, puis on voyait pas un grand athlète en moi, clairement pas. Et dans le fond, à un moment donné, les médecins, ils ont dit à mes parents que de faire du sport, ça allait m'aider. Et moi, j'ai pris ça pas à peu près. Et quand j'ai commencé à faire du vélo, c'était pas juste pour pédaler, aller partout, mais c'était aussi pour de la survie pour travailler, d'aller passer les journaux, ramasser de l'argent, puis aussi pour ma santé. Et ultimement, je me suis débarrassé de cet asthme-là. Et à travers tous mes défis d'aventure et d'extrême endurance, j'ai repoussé les limites que même moi, les gens autour de moi m'avaient mis, mais moi tout, je m'étais mis ces limites-là dans ma tête que je me disais c'est impossible de monter des hautes montagnes ou de traverser un pays en vélo. Et une par une, j'ai commencé à découvrir qu'il n'y a pas vraiment de limite. Mm-hmm. Ah, c'est cool ça. Ça a pris combien de temps de te départir de ton asthme? Environ, j'ai commencé sérieusement à pédaler 11 ans, fait qu'environ à 14, mettons environ 3 ou 4 ans. Fait qu'à 14 ans, à 14 ans, j'ai commencé à être un athlète professionnel en trial, 14 et 15 ans. Et c'est là que j'ai commencé à voyager pour ça. J'ai donné des démos de trial au Vélérium durant la Coupe du Monde pendant 6 ans.
Ah pour ouais. différentes équipes. Ouais, c'est quand même exceptionnel. C'est dans les plus beaux souvenirs de ma vie. Et une anecdote que j'ai jamais racontée sur aucun podcast, on raconte aujourd'hui, c'est que je suis jamais allé à mon bal de finissant de cinquième secondaire parce que je faisais des démos de trial avec Ryan Leach de l'équipe Norco, dans le fond, mon idole à l'époque. Je faisais des démos avec lui au Mont-Saint-Anne, au Vélorium. Ça tombait durant mon bal et je n'ai jamais regretté de ne pas aller à mon bal et de faire du vélo durant le Vélorium dans le parking pour donner un show à tout le monde. Aïe, aïe, c'est cool ça. Oui. Fait que ça a vraiment été rapidement ton ascension, là. Ben oui, puis tu sais, quand je te dis que j'allais partout en vélo, c'est été comme hiver. Fait que tu sais, quand tu fais des dizaines, des centaines de kilomètres par semaine, puis là, je faisais encore mes compétitions de cross-country en même temps. J'ai commencé mes compétitions de triage, j'ai commencé à voyager. Et là, tu sais, quand ta vie, c'était le vélo, là. Tu sais, ta vie, c'est Mhm. le vélo. Et je suis très fier de ça. Ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma vie parce que je suis devenu quelqu'un. Je suis devenu, les gens ont commencé à m'associer. Les gens m'appelaient Gabin. Gabin, c'était mon surnom. Et mon nickname, c'est devenu Gabin Trial. C'est encore une de mes adresses courriel, Gabin_Trial. Les gens me reconnaissaient pour ça. Encore une fois, tu sais, l'année passée, j'étais allé à la Coupe du Monde. Je vais à la Coupe du Monde, puis il y a du monde qui m'arrête encore aujourd'hui pour me dire des fois à quel point que ça a changé leur vie de m'avoir vu faire du trial, ou ils ont commencé le vélo à cause qu'ils m'ont vu dans une démonstration, dans un spectacle. Alors j'en tire, écoute, c'est une grosse partie de ma vie. Je pourrais en parler très très longtemps, mais tout, je résume des fois à tout le monde en disant, le vélo m'a tout apporté. Tu sais, c'est pas une joke, c'est pas juste une exagération. Ça a changé ma vie. Je sais pas qu'est-ce que je ferais si ça serait pas du vélo. Puis encore, juste une dernière anecdote. L'autre jour, j'étais à l'Université Laval. Je surveille mes enfants parce que mon plus jeune, il est dans un cours de triathlon. Je parle avec les parents là-bas. Il y a un gars qui me dit qu'il vient de Leslie, sur la rive sud de Québec, à Charny. Fait que là, je fais, on check, on était dans les mêmes années. Puis là, moi, j'ai dit, ah, je suis le gars que j'ai fait un show de bicycle en secondaire 5 que j'ai sauté du deuxième au premier étage dans l'auditorium, tu sais. Il dit, OK, là, je me souviens de toi, là, tu sais. Les gens, ça les a marqués parce que j'ai fait un spectacle de vélo comme pour un show de talent, mettons. Puis je commençais le spectacle sur une tune de Linkin Park, puis je sautais du deuxième au premier étage sur la scène, chose que, tu sais, même aujourd'hui, je regarde ça, puis je me dis, ça, tu sais, tu sais, dans le fond, j'avais pas bien peur de grand-chose dans ce temps-là. J'ai pas bien peur encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, j'avais vraiment pas peur de grand-chose. OK, ah, c'est malade ça. Puis, t'as fait de la compétition pas mal aussi en vélo, hein? Puis là, t'en Oui, fais fait que encore. oui, exactement. Fait, que j'ai fait surtout des compétitions en cross-country au début, mais quand j'ai commencé le trial, ça a vraiment été là que ça a été le coup de foudre. Mais l'affaire, c'est que quand j'ai commencé le trial, il n'y avait pas beaucoup d'organisation pour ça. Alors, il y avait peut-être une petite compétition à Toronto, championnat canadien, il y avait des compétitions, mettons, au centre de ski le Relais à Québec, mais que c'était des compétitions comme qui mélangeaient les gens de cross-country pour tester les habiletés. Alors, c'est sûr que quand un gars de trial débarque là contre des gars de cross-country pour se tenir sur des beams de bois ou de faire des trucs à obstacles, bien évidemment, toutes ces compétitions-là, j'ai toutes gagnées. OK? Mais quand je suis allé à Toronto puis je me suis compétitionné, j'ai compétitionné contre d'autres personnes, là, c'était comme plus haut niveau. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais plus un gars de marketing. J'étais un gars de justement pour faire des vidéos. Je pourrais comparer ça à, tu connais-tu Danny McCaskill? Mhm. Ouais, 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 Bon, ouais. Danny McCaskill, je me comparerai jamais à lui, c'est comme un dieu, OK? Danny McCaskill, c'est le dieu Ouais. et du trial. Puis lui, il fait partie de la génération après moi. Mais Danny McCaskill, il a jamais vraiment fait de méga compétition de trial de haut niveau. Il a été un gars qui s'est fait connaître pour des films. Puis il a commencé à être avec Red Bull, puis faire des choses vraiment hors normes, on peut dire. Puis il a mis son style là-dedans. Fait que je veux pas me comparer à Danny McCaskill, quand je vous dis, je le respecte beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que le parcours que j'ai eu, c'était plus, ah, je fais des films, je fais des spectacles, je fais des démos un petit peu partout, puis ça a été là mon niveau professionnel. Dans le fond, que c'était mon travail de faire ça, j'étais rémunéré à faire ça, j'étais dans des équipes pour faire ça, monter mes vélos, etc. Mais j'ai plus eu un parcours de spectacle et de marketing pré-YouTube en passant. Mhm. Mais au lieu de juste être par rapport aux compétitions en tant que telles. Je ne sais pas si ça fait du sens, là, mais c'était Ouais, ouais, surtout ça. ouais.
Et après ça, j'ai compétitionné, j'ai fait des compétitions en enduro. Et là, maintenant, l'ultra-endurance, où est-ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comme, j'aime dire que je me suis recyclé à ça. Je fais encore de l'enduro, je veux encore pousser là-dedans. J'ai mon nouveau vélo aujourd'hui que j'ai reçu de mes commanditaires pour mon trip à Moab. Je viens de le tester aujourd'hui, mon nouveau vélo, c'est extraordinaire. Mais je me recycle à l'ultra-endurance. Là, je reviens comme athlète professionnel, mais en ultra-endurance. Et là, mon but, c'est de faire toutes les courses les plus difficiles une par une et le plus rapidement possible, puis jusqu'à avant qu'il soit trop tard. Mhm. OK, c'est bon ça. Puis avant qu'on parle des grosses compétitions, moi je serais curieux de savoir comment c'est venu l'idée de faire la GR20 avec ton gars. OK, fait que là, pas de trouble, man. C'est le GR20, pour ceux-là qui connaissent pas, dans le fond, c'est le trek considéré le trek le plus difficile au monde, sinon en Europe ou au monde. Qui est Et dans le fond, linéaire, là. oui, puis qui est légendaire aussi. C'est dans Ouais. le fond, le GR20, c'est GR, ça veut dire grande randonnée. Et des grandes randonnées en Europe, il y en a des centaines. Et le GR20, ben c'est une des grandes randonnées qui est en Corse, qui est sur une île. Ça appartient à la France, là, mais c'est une île qui est séparée de la France. Et le GR20 fait 180 km de long pour 12 000 mètres de dénivelé positif. Alors, pourquoi est-ce que c'est dur? C'est pas nécessairement parce que c'est long, c'est surtout à cause le ratio de dénivelé pour la distance qu'on franchit. Et l'idée de mon garçon de faire ça, de 8 ans, est venue de lui-même. C'est Pour lui qui a vrai? voulu, c'est lui qui a voulu battre le record parce que ma sœur, qui allait le faire cette année, ben, l'année passée, dans le fond, en 2025, moi, je l'avais déjà fait en 2018. Ma sœur, ça faisait longtemps qu'elle en parlait. Je lui disais, va le faire. Tu sais, tu es en train de vieillir. C'est le temps de l'essayer. Même si tu te plantes, au moins tu l'auras essayé. C'est magnifique là-bas, vas-y. Et elle s'entraînait pour pouvoir y aller. Et c'est elle qui a vu un article dans un journal de la Corse qui disait qu'il y avait un enfant de 9 ans et 4 mois, un Corse, qui venait de battre le record du plus jeune à le faire. Et lui, il venait de le faire en 12 jours. Il a passé dans un journal local. Ma sœur montre ça à mon garçon Jake, de 8 ans, et Jake dit, je vais aller battre ce record-là. Et c'est là que Jake m'a parlé de ça, et il me dit, papa, je voudrais aller battre, non seulement faire le GR20, mais je veux battre le record. Et là, j'y ai dit, oublie ça, Jake. C'est bien trop dur. Papa, il l'a déjà fait. C'est impossible que tu fasses ça. C'est trop dur. Jake est très en forme. Il fait déjà plein de choses avec moi, mais c'est le GR20. Je l'ai fait en 2018, je l'ai fait en 10 jours. C'était une des choses les plus dures que j'avais faites de ma vie à l'époque. J'ai dit, oublie ça, man, c'est impossible. C'est là que Jake s'est mis dans la tête. C'est un petit garçon très, très spécial, mais il s'est mis dans la tête qu'il lâchait pas. Il voulait me le convaincre. Puis moi, je me suis dit, hey, écoute, tu sais, les enfants, des fois, ils changent d'idée. Hein? Ils disent de quoi, puis le lendemain, ils ont oublié ce qu'ils t'ont dit. Et il m'a pas lâché. À tous les jours, il était comme, je veux faire le GR, je veux faire le GR. Puis c'est là que je me suis décidé, je vais te tester. On va faire des tests ensemble, un petit peu physique, puis de simulation de qu'est-ce que tu vivrais là-bas. Et c'est là qu'il m'a convaincu qu'il était capable de le faire. Puis c'est là que j'ai acheté les billets d'avion. Puis je me suis dit, on va essayer ça, de battre le record du plus jeune à faire le trek le plus dur au monde. Deux petits Canadiens qui se pointent là-bas. Puis écoute, quelle aventure, je peux t'en parler pendant très longtemps si tu veux. Mhm. Puis qu'est-ce que vous avez fait en préparation par curiosité pour que toi que tu le Ouais. testes? Fait que, tu sais, Jake, il fait déjà tu sais, il a commencé à faire du vélo montagne, il avait 3 ans, à 2 roues. OK. Il a nagé très jeune. Mais la chose qui m'a vraiment allumé qu'il avait un talent pour l'endurance, c'était qu'il a commencé à s'entraîner à la course en sentier avec moi. On parlait de trail avant l'entrevue, Jean-François. Mhm. Imagine-toi un enfant de 7 ans qui suit le rythme de son père à la course. Mais non seulement qu'il suit son rythme à la course à pied en sentier, mais il jase en le faisant, puis il n'est pas essoufflé. Puis ça, là, à un moment donné, j'ai fait, OK, tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, mais en plus de ça, c'est que Jake a un mental
indestructible. Peut-être c'est quelque chose que j'y ai donné, peut-être qu'il a, peut-être que c'est inné, peut-être que c'est en nous voyant aussi. Moi, j'ai fait, tu sais, comme on a parlé tantôt, ou comme on va parler, j'ai fait des défis ultra endurance dans différentes disciplines. Fait que c'est sûr qu'il connaît son père, mais je pense que à l'intérieur de lui, en plus de ça, non seulement d'avoir des parents qui le poussent là-dedans, mais je pense qu'il y a un mental de feu, puis je pense que c'est qu'il s'est développé ça un petit peu comme moi. Moi, j'avais de l'asthme quand j'étais jeune, mais Jake, il est né avec une laryngomalacie. On va en parler dans le documentaire que je suis en train de faire. Mais pendant les 3 premières années de sa vie, il a eu de la misère à respirer. Ouais, alors il y a une malformation du larynx et ça s'est replacé, mais pendant les 3 premières années de sa vie, il a eu de la misère à respirer, puis il s'est étouffé avec la nourriture. On a failli le perdre plusieurs fois parce qu'il s'est étouffé avec pas grand-chose, là, mais parce que son larynx est plus serré que la normale. Alors, c'est un enfant qui a développé énormément de peur, d'anxiété. Il a peur du noir, il a peur des nouveautés, il a peur des animaux, il a peur des étrangers, il a peur des hauteurs. Et là, j'ai vu ça aller, puis j'ai vu un petit peu un parallèle avec moi, avec mon asthme quand j'étais plus jeune. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'en parler dans un podcast comme ça, Jean-François. Tu vas connaître un petit peu la dynamique familiale, mais c'est sûr que moi, je me suis dit, ce qui m'a sauvé, c'est le vélo. Ça m'a sorti parce que sinon, je ne serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Alors, moi puis ma blonde, j'ai la chance d'avoir une conjointe, Joanie, qui fait aussi des défis sportifs et qui est une athlète de patin artistique, qui a compétitionné en patin artistique. Elle, c'est le patin qui a changé sa vie. Et évidemment, on a montré à Jake que dans le sport ou dans les défis qu'il allait affronter, qu'il allait se développer. Puis c'est comme ça, justement, qu'on a passé d'un enfant qui a peur de tout à un enfant qui veut battre le record du monde du trek le plus difficile au monde. Puis qui convainc son père de faire ça, que même moi, je pensais... Tu sais, même moi qui prône que les enfants ils ont un potentiel illimité, j'ai dit à mon gars que c'était impossible qu'il fasse ça. Alors, Mhm. c'est vraiment une dynamique spéciale, mais Jake, c'est un petit garçon bien spécial, mais je pense que sa plus grande force, c'est son mental, puis c'est ça qu'il a montré au Gervin, puis c'est ça qui a fait que les gens qu'on a croisés, ça les a vraiment émus. Ils n'en revenaient pas qu'un petit garçon de 8 ans soit capable de faire ça. Wow. Ben, moi, ça me rappelle une des premières coachs que j'avais eues qui m'avait dit, tu vas voir, Jeff, si tu es déterminé, là, tes faiblesses, ça va t'amener tes plus grandes forces un jour. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis à force de développer de la résilience, puis tu sais, surtout que lui, il a quand même vécu de l'adversité, je pense, très jeune. Fait que, wow, c'est vraiment impressionnant. Je pense que ça l'a transformé, puis tu sais, je fais des tournées dans les écoles depuis que j'ai 15 ans. Fait que maintenant, ça va faire 25 ans que je fais ça. Je fais des tournées dans les écoles qui s'appellent Vitavie. Et dans le fond, dans les démonstrations Vitavie, je parle d'un phénomène que je crois sincèrement qu'on a tous des super pouvoirs. Mhm. On est tous différents. Et moi, j'ai découvert que mes super pouvoirs étaient des défauts. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, j'étais un gars qui a énormément chaud. Alors, je sue énormément. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait quand j'étais à l'adolescence. Puis c'est pour ça que j'en parle dans les écoles. C'est que tu penses que ça, c'est un défaut. Mais là, je leur dis, c'est un défaut jusqu'à temps que tu commences à monter des montagnes de 5000 mètres. Puis qui fait moins 25 pendant 2 semaines. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais un talent pour monter des montagnes puis survivre dans des environnements pas possibles. Puis quand tu mélanges ça avec une tête qui ne veut pas lâcher, ça peut accomplir des grandes choses. Alors, Jake, le fait qu'il y ait eu un larynx qui était mal formé, je suis 100% d'accord avec toi que des fois, d'avoir un petit peu des roadblocks dans la vie, là, puis d'avoir tu sais, quelques punch dans la face, là, moi, je pense que ça te forme. Puis quand les gens me demandent où est-ce que je tire mon mental, ben je leur dis que tout simplement, j'explique pas j'explique pas tout, mais je leur dis, ce n'est pas un hasard. Dans le Mhm. sens que je peux pas te raconter ma vie en 10 minutes, mais si j'ai pas besoin de manger, si j'ai pas besoin de dormir, si j'ai pas besoin de grand-chose dans la vie, puis je suis capable d'avancer, puis je suis un gars positif, ce n'est pas un hasard. Tu sais, c'est que la vie m'a formé un peu comme ça. Mais je suis content que Jake, qui est né un petit peu plus dans Watt, parce qu'il vivra jamais qu'est-ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune, mais à cause d'un petit peu de son défaut physique, clairement, il a développé des habiletés de super-héros. Et je suis juste surpris que ça ressorte à 8 ans. Je me disais, ça va ressortir un jour, peut-être pas à 8 ans,
Mais écoute, il m'a fait vivre des émotions quand on a fait ça c'est sûr. Mhm. Puis, qu'est-ce que vous avez fait en amont, mettons, les mois Oui, OK. précédant la GRV pour se préparer à ça? Le GR20, oui. Ouais, Excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question tantôt. Préparation. Merci de me ouais. ramener à l'ordre, Non, Jean-François. c'est correct. Dans le fond, la préparation, ça a été que Jake a commencé jeune, comme je te disais. Il a fait énormément de sport. Il a commencé à courir avec moi. Mais quand il m'a annoncé son projet, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour simuler le GR20? Ben, Mhm. j'ai dit, la plus longue journée que tu vas faire, ça va être environ 35 kilomètres de marche. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la rivière Saint-Charles, du barrage jusque dans le Vieux-Québec, c'est environ 32-34 kilomètres. Et on a fait ça à 40 degrés l'été avant de partir, avec son sac à dos avec lequel il allait faire le GR20. On a fait aussi des boucles dans le coin de Stoneham, dans le fond, les trois sommets de Stoneham qui se relient ensemble, les deux sommets. Dans le fond, on a commencé à faire ça pour simuler le nombre de dénivelés qu'il allait faire dans une des étapes du GR20. Et là, on a fait ça dans un environnement, tu sais, quand même avec beaucoup de cailloux et tout. Et après l'avoir fait une fois là-bas, j'ai dit, ben ça, il faut que tu le fasses 2 à 3 fois par jour. Puis là, il a fait, OK, OK, c'est bon. Fait que là, il a commencé à se mettre dans la tête, ça ressemblait à quoi une journée du GR20. Alors, on a fait des simulations comme ça, mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui te prépare à la vraie patente. Puis c'est là que la logistique de papa, le fait de l'avoir fait en 2018, là, je me suis fait un plan de match dans ma tête. Je me suis dit, il faut qu'il s'acclimate à l'altitude. Il faut que je le teste au début. C'est là que je me suis fait un plan de match. Et c'est là que j'ai appelé, dans le documentaire, vous allez tout comprendre ça que je suis en train de faire, mais mon ami que j'ai rencontré en 2018 qui s'appelle Martin Barrel, un Français que j'ai rencontré au GR20 en 2018, je l'ai appelé. J'ai dit, j'ai besoin de conseils, comment tu ferais ça avec Jake et tout. Et là, on s'est fait un plan de match de comment qu'on pourrait faire ça pour être, je veux juste rappeler tout le monde, je suis son père. On fait un record du monde, mais on est là pour nous autres. J'ai pas arrêté de dire à Jake, on s'en fout du record. On fait ça parce qu'on veut passer du temps ensemble. Mais ma priorité numéro un dans la vie, là, c'est sa sécurité. C'est clair. Alors là, j'ai comme, dans le fond, un des gros travails, oui, c'était de s'entraîner, mais c'était de faire un plan de match dans la réalité, là. Qu'est-ce qui arrive si on est pogné dans une tempête? Qu'est-ce qui arrive s'il manque d'eau? Qu'est-ce qui arrive s'il se blesse? Qu'est-ce qui arrive si moi je me blesse? Puis là, je me suis fait un plan de match, puis il y avait beaucoup d'inconnus là-dedans. Parce qu'il y a une autre chose qu'il faut que je parle, c'est que Jake a énormément d'allergies alimentaires. Alors, il a fallu dans mon sac à dos, imaginez la préparation, j'ai amené 5 kilos de médicaments et j'avais 10 kilos de nourriture sur le dos, plus ma tente, plus 2 sacs de couchage, plus les engins GPS, mes 3 caméras, un drone, absolument tout. Et j'ai fait un plan pour que ça soit sécuritaire. Et là, en arrivant en Corse, moi, j'ai pas tout prévenu Jake de tout ça. Il y a des choses que je ne disais pas, mais j'avais un plan de match. Puis je me suis dit, tout se passe la première journée. Si la première journée, il sent rien, ou du moins il trouve ça plus facile qu'il pensait, ben là j'applique le plan. T'sais. Et un des plans, c'était que mon ami Martin, le Français de 2018, il vienne me rejoindre à mi-parcours ou à un moment sur le parcours, que si moi je me blesse, que Jake puisse faire le record, parce que si il le faisait l'année d'après, il était rendu trop vieux pour le record pour être le plus jeune. Alors, c'était vraiment une chance dans une... Tu sais, quand on dit une chance dans une vie, là, once in a lifetime, là, c'était Mhm. là parce que si on était 2 semaines plus tard, une semaine plus tard, il y aurait eu trop de pluie. Septembre arrivait, trop de pluie, c'était fini, ça tombait l'année prochaine, puis on n'avait pas une seconde chance. Moi, j'ai tassé je sais pas combien de contrats. J'ai dit à tous mes clients, j'ai un record du monde à faire avec mon garçon, désolé, on annule tout. Puis mon chum, Martin, il a décidé de tout faire pour arriver, pour venir me rejoindre, imagine-toi donc, pour qu'on fasse ça ensemble, pour donner le plus de chances possible à Jake. Alors, pour répondre à ta question, oui, il s'est entraîné. Oui, il dort n'importe où. Oui, il mange pas n'importe quoi à cause de ses allergies, mais je savais qu'il était capable de manger des baguettes de pain et des compotes. Mais je suis parti avec 10 kilos de nourriture, 5 kilos de médicaments, des épipènes, Benadryl, un paquet d'affaires. Ma blonde était paranoïaque. Écoute, on a pacté parce que je me suis dit, s'il n'est pas capable de manger de la nourriture des refuges, il faut que je sois capable d'avoir assez de bouffe pour pouvoir toffer.
Puis j'ai dit à Jake qu'on a eu des beaux moments entre père et fils, mais j'ai dit tout simplement, si tu n'arrêtes pas, j'arrête pas. C'est ça qui est arrivé. Puis oui, j'ai eu des ampoules en dessous des pieds. Oui, ça a été difficile. J'ai jamais rien dit. Je me suis jamais plaint. J'ai dormi environ 3-4 heures par nuit pour faire sécher ses affaires, trouver de la bouffe pendant qu'il dormait. Mais j'ai dit, si t'arrêtes pas, j'arrête pas. C'est ça qu'on a fait. Mais ce que ça a pris pour ce record du monde-là, puis pourquoi je suis fier de peut-être associer mon nom à ça. Oui, je suis fier de mon garçon, puis c'est clair que je vais dire que c'est Jake qui l'a fait. Mais je veux quand même rappeler que le travail logistique et peut-être du papa et aussi de mon ami Martin, puis c'est pour ça que je veux parler de lui dans le podcast, j'espère qu'il va l'écouter. Martin, si c'était pas de lui, peut-être qu'on l'aurait jamais eu parce que oui, ça l'a donné une motivation de pas juste être avec papa, d'avoir un ami qui est là, de faire des blagues ensemble, de changer les idées. Et on a non seulement battu le record, mais on a eu le temps de notre vie là-bas. Là. Ça, là, c'est des moments mémorables. Ben, félicitations, puis j'imagine que ton gars va écouter ça un jour aussi. Félicitations à lui. Puis je suis curieux de savoir, est-ce que lui, il a eu des ampoules? Non, zéro Non? ampoule, zéro douleur. Il a juste eu les pieds qui chauffaient des fois, puis c'était à moi, avec toute mon expérience, de veiller à est-ce que c'est une douleur blessure ou c'est une douleur normale? Et là, Ouais. imaginez la quantité d'expérience qu'il a acquis de connaître son corps, de savoir qu'est-ce qui est une douleur qui est normale. Parce que, je veux juste vous dire, OK, pour que les gens comprennent ce qui se passe, là. Le GR20, c'est 180 km, 12 000 mètres de dénivelé positif. Ça prend aux adultes 15 jours pour le faire, 15 à 16 jours, parce qu'il y a 16 étapes sur le GR20. Donc, une étape, c'est une journée. OK? C'est assez simple. Jake l'a fait à 8 ans en 8 jours. En 8 jours? Oui. Alors, non seulement il a été le plus jeune puis qu'il a battu le record, l'ancien record du plus jeune était 9 ans, 4 mois. Un Corse aussi, je veux juste dire qu'ils sont nés dans les montagnes, qui viennent de là, et qu'il l'a fait en 12 jours. Et ça avait passé dans la presse locale, tout le monde avait parlé de ça, puis c'était comme exceptionnel d'aller à cette vitesse-là, à cet âge-là. Et là, Jake arrive à 8 ans et il l'a fait en 8 jours. Ce qui veut dire que à tous les jours, en moyenne, il doublait ce que les adultes font c'est fou, pareil. Et quand j'en parle, c'est difficile à comprendre, mais il faisait ce que les adultes font en 2 jours, il faisait une journée. Mais je veux juste dire, il y a 8 ans, là, il y a des petites jambes. Fait que comment tu arrives à couvrir une distance? Il faisait en moyenne un demi-marathon par jour, plus 3000 mètres de dénivelé par jour. Écoutez, il- on s'est levé à 3h45 du matin à tous les matins, puis on se couchait des fois au coucher de soleil. Il marchait toute la journée, sans pratiquement aucune pause, parce qu'il y a des bains de trop petites jambes. Puis descendre, c'était plus dur que de monter pour lui, parce qu'il est tellement léger. Fait que où est-ce que les gens ont commencé à capoter, c'est quand on dépassait les gens en montant. Et les gens, ils étaient comme, mais c'est qui eux autres? T'sais? Un petit garçon avec son toutou sur le bord de son sac à dos, qui chante des tunes de Nintendo avec son père, puis qui dépasse des groupes d'adultes. OK? Avec un drôle d'accent. Avec un drôle d'accent. Alors, les gens ont commencé à se dire, mais OK, ben, ils doivent faire juste une étape ou deux, là. Puis là, on disait, non, on fait le GR au complet. Puis pour que les gens comprennent, je sais qu'il y a peut-être un défi, je veux dire, il y a peut-être un débat sur les défis de précocité qui allait se faire. Moi, j'avais vraiment peur que les gens, que ça devienne sur les réseaux sociaux, là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'un père va faire là-bas? Fait que moi, j'ai décidé, et imaginez-vous, on n'a rien mis sur les réseaux sociaux. On n'a rien annoncé à personne. J'ai jamais dit aux Corses là-bas qu'est-ce qu'on faisait. J'ai juste dit à Jake, on fait nos affaires. Puis les gens jugeront par qu'est-ce qu'on a fait. On s'en fout, on le fait pour nous autres. Puis pour moi, c'était pour que Jake ait aucune pression. Je disais, si tu veux arrêter, man, t'arrêtes. Si tu veux retourner à l'hôtel, si tu veux appeler ta mère, c'est un enfant, là. C'est Ouais. très, très, très important pour moi. Et pour te donner une idée, Jean-François, j'avais réservé 13 jours pour le faire. Moi, je me suis dit, c'est possible qu'il le fasse, mais on se dit-tu une journée de plus que le record avant? Tu sais, je me dis, mettons, là, il est plus jeune, je me dis, je pense qu'il est capable, mais ça va le faire en 13 jours peut-être. Fait, moi, j'avais réservé mes vols et tout pour 13 jours. Fait
c'était ça l'itinéraire. Et là, Jake, il part tellement vite. Il fait la première étape. Il dit, c'est bien plus facile que je pensais. Puis c'est là que j'ai dit, OK, on commence à doubler, man. On commence à doubler. Puis si t'es écœuré, si t'es... Moi, j'ai ma tante. Je disais, on peut dormir n'importe où. On s'organise, on retourne en ville. C'est toi qui décides, man. Puis Jake, il s'est dit, non seulement je vais battre le record, mais je vais le faire le plus vite que jamais personne qui l'a fait. Et au début, j'ai dit, écoute, si tu fais ça en 10 jours, c'est complètement incroyable. Si tu le fais en 9 jours, c'est épique. Puis plus qu'on avançait à la fin, je fais mon calcul dans ma tête. Puis j'ai dit 48 heures avant d'arriver, 36 heures avant la fin. J'ai dit, si on arrive demain avant 11 heures le soir, là, ou non, avant 7 heures le matin, le lendemain, ou peu importe, j'ai dit, si tu arrives là, tu vas le faire en 8 jours à 8 ans. Puis ça, j'ai dit, ça, c'est légendaire. Ça, c'est... J'ai dit, peu importe qu'est-ce qui est arrivé après ça, Jake, là, si quelqu'un bat ton record à un moment donné puis qu'il le fait en 60 jours puis il y a 4 ans, là, genre, puis ça pourrait arriver parce que le record n'est que pour l'âge, ben j'ai dit, le monde va se souvenir de qu'est-ce que tu as fait. Ça, je te garantis. Puis les Corses qui ont vu Jake aller quand on leur a dit à quelle vitesse qu'on allait, puis les gens qu'on a dépassés aussi, puis à la fin, il y a du monde qui sont arrivés 2 jours plus tard qu'on avait croisé. Puis, ils ont serré Jake dans leurs bras, ils ont pris des photos avec Jake, puis ils ont dit, on comprend pas comment tu as fait ça à cet âge-là. Les gens qui l'ont essayé. Ah oui, les gens qui l'ont essayé étaient comme ça, n'a aucun bon sens. Ils se disaient, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais Jake, il s'est levé à 4 heures du matin tous les matins, puis pour vous dire qu'est-ce que ça prenait de faire ça, c'est qu'on prenait pas le temps de déjeuner, on déjeunait en marchant pour sauver du temps. Fait qu'il mangeait sa baguette de pain, ses compotes de pommes en marchant, puis il arrêtait jamais. Puis la dernière journée, Jean-François, où est-ce que j'ai pleuré à la fin, puis j'ai pleuré en masse dans ce voyage-là, mais Jake a triplé les étapes à la fin. Fait qu'il a fait qu'est-ce que les adultes font en 3 jours. Il l'a fait en 1 journée, imaginez-vous. Il a marché pendant 17h30 de temps, sans arrêter. Puis il a fait 4500 quelques mètres de dénivelé, quelque chose de fou comme ça. Mais il a fait 43 kilomètres. Il a marché 43 km, 17h30 sans arrêter. De frontale à la frontale le soir. Puis le seul moment que j'ai entendu Jake chialer de tout le voyage, il a été mon meilleur partenaire que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Que ce soit un adulte ou un enfant. Là. Oui, c'est mon garçon, mais j'ai jamais vu ça. Il a juste dit, j'ai hâte d'arriver à 2 km de la fin. Pendant que c'était en train de descendre, puis il était toasté. Il s'est essuyé les larmes qu'il avait en dessous de ses yeux. Il a dit, j'ai hâte d'arriver. Puis c'est la seule chose que j'ai entendu de Jake chialer. Puis il a fini ça comme un champion. Je te dis, il s'est écroulé, il s'est étendu sur l'asphalte à la fin, puis tout le monde pleurait. Mon ami, une autre personne qu'on a assisté aussi, qui était dans le pétrin, qu'il était tellement faible qu'on a décidé de l'aider. Puis le gars, il a serré Jake, il a serré la main, puis il dit, merci, man, c'est grâce à toi que j'ai fini. Fait que Jake a même aidé les adultes à finir. Tu sais, c'est complètement, je t'ai dit, tellement d'émotions, Jean-François, là, c'était fou. C'était complètement... J'aurais jamais pensé que mon garçon, quand je vois mon petit Jake qui avait de la misère à respirer quand il était jeune, de le voir faire ça, hey man, je vais pleurer. Mais, tu sais, quand c'est ton garçon, man, puis tu te dis qu'il va faire de quoi de sa vie, puis tu lui donnes tous les conseils, puis je disais, si t'écoutes papa, man, tu vas accomplir des grandes choses, puis il a appliqué tout ce que j'ai dit, puis de le voir arriver là, man, je capotais. Là, je capotais bien raide, man. Ben écoute, félicitations au teamwork aussi, parce que je veux dire, c'est beau l'exploit de ton gars, mais je pense que toi, t'as été là pour l'inspirer aussi en arrière de ça, là. Ouais, puis mon chum Martin, que... Ouais, puis shout-out à Martin aussi, là. Man, il a pris ses vacances, il a payé 200 € de taxi pour venir nous rejoindre. Il a couru pendant 40 km. Il a triplé les étapes pour venir nous rejoindre à une place qui s'appelle le lac de Nino. Puis on l'a attendu là-bas avec notre drone. Puis il est arrivé à la course avec son sac à dos pour finir ça avec nous autres. Puis il avait juste quelques jours de congé entre 2 jobs. Il revenait du Québec, il travaillait à Montréal, puis il startait une nouvelle job en France. Puis il a décidé de prendre ses vacances entre ces 2 jobs pour venir faire ça, puis venir courir pour finir ça avec Jake.
Puis ça, je vais me souvenir de ça toute ma vie, man. Tu sais, je veux dire, d'avoir des amis qui sont prêts à faire ça pour toi, puis pour ton garçon. Ça, c'était vraiment spécial. C'était wow. C'est plus précieux. Tu sais, il y a des affaires dans la vie, je dis souvent, il y a des choses que tu peux pas acheter, ben ça, tu peux pas acheter ça. Mhm. C'est clair. Puis, pour toi, la gestion de ça, est-ce que c'était stressant pour toi à un certain point? Mon système nerveux, Jean-François, là, le, le GR20, c'est pas une randonnée de la CEPAC. OK? Tout est lousse, tout est croche, puis il y a des sections qui sont pratiquement de l'escalade. N'importe où dans le Mhm. monde, on aurait une corde. OK? Pour te Ouais, donner une idée, n'importe ouais, où ouais, d'autre ouais. dans le monde qu'en Europe, il y aurait une corde. Puis il y aurait des dégaines, puis il y aurait des mousquetons en masse. Fait que moi, j'ai amené une corde d'escalade. Je savais qu'il y avait deux sections que je me suis dit, tu sais, il faut pas qu'il... Tout le monde peut tomber. Je dis tout le temps à mes garçons, j'ai deux garçons, même en vélo, ils pensent que je suis invincible, puis je tombe jamais, mais je leur dis tout le monde peut tomber, spécialement en escalade. Puis surtout quand tu es fatigué. Fait que là, j'étais comme, il faut pas qu'il arrive quelque chose. Euh, alors, on a développé une technique que Jake est en avant de moi. J'ai tout le temps été en arrière de lui. C'est lui qui mettait le rythme. S'il était fatigué, il buvait de l'eau, je le pluguais sur ma hausse à eau, whatever. Mais quand on arrivait dans des sections techniques, c'est lui qui décidait est-ce qu'il me donne le bâton par en arrière, est-ce qu'il va juste avec les mains ou, tu sais, fait qu'on avait cette symbiose-là. Là. Tout se faisait très, très, très naturellement. Mais vu que je fais de l'escalade de roche depuis 15 ans, là, euh, je savais les parties, tu sais, où est-ce que ton pied peut glisser, où est-ce que, si tu tombes, je sais exactement comment il pourrait tomber, comment être débalancé. Je ne l'ai pas assisté. Jake ne voulait pas être assisté, hein. Il ne voulait pas être un bébé traîné dans un sac à dos, là. Il voulait tout faire les moves par lui-même. Mais j'étais en arrière de lui, exactement à la bonne place où je mettais mon pied pour pas que son pied glisse aussi. Tu sais, mais mon système nerveux, Jean-François, là, moi, je me disais, tant ce longtemps qu'il n'est pas rendu à l'hôtel, à Conca à la fin, là, moi, ma job n'est pas finie. Là. Parce Mhm. qu'il ne fallait pas qu'il arrive quelque chose. Non seulement c'est mon garçon, mais aussi le message qu'on voulait aller porter. Tu sais, tu sais, je dis tout le temps à mes garçons, on ne risque pas notre santé pour des affaires de même. La montagne est là l'année prochaine. Hein? Le- on- mais il faut faire ce qu'on a à faire. Mais moi, ma job, là, je te dis, là, j'ai de la misère à m'exprimer, mais j'étais focus, là, mon gars. Là. Non seulement je pensais à où est-ce que moi je mets mes pieds, mais je pensais à où est-ce que lui met ses pieds en tout temps. Puis Mhm. ça a été très, très, très drainant. Mais je suis tellement content, il a fait aucune erreur. Il n'a jamais tombé. Il n'a jamais glissé. Il y a juste un moment qu'on était dans un éboulis de roche. Dans le fond, il y a une place, imagine-toi donc, c'est tellement steep, c'est tellement à pic, dans une des montagnes qu'on monte, le Monte Cinto, qu'il y a un endroit qui s'appelle les éboulis. Et si ça s'appelle les éboulis, c'est pas pour rien, c'est que c'est tellement à pic que les roches s'empilent l'une sur l'autre, puis ils veulent toutes débouler. Hein? Et moi, en alpinisme, j'ai appris à marcher en Z, à pas marcher un en haut de l'autre. Tu sais, ces techniques-là, là. Tu sais, parce que s'il y a une roche qui décolle, là, c'est bien plus dangereux que tout ce que tu pourrais penser dans la vie. Là. Une roche qui commence à descendre une montagne, ça tue du monde. Et un des moments, Jake a commencé à déclencher une avalanche de roches qui avait des randonneurs plus bas. Et là, j'ai dit, Jake, t'arrêtes de bouger. Là. Puis il m'a écouté. Là, c'est comme si les roches se sont calmées. Et là, il a pu traverser vers moi. Mais il y a eu des petits moments de une chance que c'est un garçon qui écoute son père parce que tu n'amènes pas n'importe quel enfant là-bas. Là. J'espère que les gens comprennent que amenez pas vos enfants là-bas. Là. C'est pas pour les enfants, c'est pas pour les familles qui se disent qu'ils veulent une petite randonnée de plaisance. C'est le trek le plus difficile d'Europe. Il y a un taux d'abandon de 40% chez les adultes. Alors, Mhm. je veux vraiment que les gens comprennent, c'est pas pour n'importe qui. Et pour un petit peu, je ne veux pas lancer le débat sur les défis de précocité, mais moi, mon argument était que Jake, même s'il avait juste 8 ans, il avait beaucoup plus d'expérience que la majorité des adultes qu'on a croisés là-bas, que c'est leur première randonnée. Là, Ouais, alors, ouais. Jake avait bien plus d'expérience d'escalade de roche, de course, de connaître son corps, de plein, 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 plein de choses que, oui, c'est un enfant de 8 ans,
mais il avait beaucoup plus d'expérience, puis il était un meilleur partenaire que bien du monde que je suis allé dans d'autres aventures, même si c'est des adultes. Fait que j'espère que les gens peuvent comprendre ça. Mhm. Puis je veux juste faire un peu de push sur qu'est-ce que tu dis. Puis j'ai reçu une ancienne Olympienne sur le podcast. Je veux pas la nommer dans ce contexte-là, là, mais elle avait fait le GR20, mais je sais qu'elle était blessée à un genou, puis elle n'était pas au top de sa forme. Mais je pense qu'elle l'a fait en 10 ou 12 jours, le GR20, pour Fait que ça peut, donner une ça peut nous donner une idée. perspective là, qui est très, Puis, très, une athlète très solide, très respectée, là. puis je veux jamais comparer les efforts d'un ou l'autre. Ouais, Parce ouais, que ouais. je veux que les gens comprennent quelque chose. Comme ma course que j'ai faite il y a 2 ans, la Tour Divide de Banff au Mexique en vélo. Écoute, si tu pognes 10 jours de pluie avec le vent d'en face, Ouais. est-ce que. Tu sais, c'est que ces événements. Tu sais, fait que je vais jamais, même ce que tu me dis là, écoute, le fait qu'elle a le genou blessé, par exemple, ou Ouais, ouais, peut-être ouais. qu'il y a plu pendant 7 jours, je le sais pas. Fait qu'il faut, des fois, il faut faire très attention. C'est pas comme un 100 mètres aux Olympiques dans un environnement contrôlé. Tu sais, puis Mhm. je veux que les gens comprennent toutes ces histoires-là à l'extérieur. Il faut cesser des fois de comparer. Là. Tu disais à quelqu'un, j'ai fait un marathon. Ah, tu l'as fait en combien de temps? Des fois, il faut arrêter de parler de ça parce que si tu as eu un vent de 40 km/h dans la face pendant ton marathon, là, puis il a plu Mhm. pendant 4 heures, ou il a fait 50 degrés, je sais pas. Il faut faire attention à ça. Fait que tout ça pour dire, ça donne un merci de ton exemple, mais il faut respecter aussi les efforts des autres. Mais Ouais, oui, ouais, ça ouais, peut ouais. donner une perspective. Puis pour donner une perspective aussi, Mathieu Blanchard, renommé pour un des meilleurs au monde en course à pied en ce moment, un des top mondiaux, qui va apparaître dans notre documentaire sur lequel on est en train de travailler, il a fait le GR20. Il l'a fait en autonomie en 4 jours, pour vous donner une idée. Un des meilleurs au monde. Est-ce que Mathieu Blanchard peut le faire à la course avec des coureurs en avant de lui, avec un soutien de course et il se donne à fond? Est-ce qu'il est capable d'aller battre le record du monde de 31 heures ou 30 heures du GR20? Je suis sûr qu'il a la forme et le mental pour le faire. Mais lorsqu'il a essayé le GR20 en autonomie, ce qui veut dire qu'il traînait tout sur son sac à dos pour manger et dormir, il l'a fait en 4 jours. Fait que j'enlève rien à Mathieu Blanchard, athlète de haut niveau, on l'aime tellement, mais ça peut Mhm. donner une idée de qu'est-ce que Jake a fait à 8 Qui, ans. qui est quand même juste le double de Blanchard, là. Oui, c'est ça, mais comme je vous dis, Ouais, Mathieu, c'est ouais. sûr que s'il se donne, il va le faire plus vite, mais ça donne une idée que Mathieu l'a pas fait en... OK, Mathieu l'a pas fait en randonnée de tous les jours en 12 heures. Est-ce qu'on peut se comprendre? OK? Ouais, Fait que ouais. c'est juste ça. Mais oui, Mathieu Blanchard, il a même voulu faire une entrevue avec Jake. Ils se sont parlé à distance. Ça va faire partie du documentaire. Imaginez-vous, Mathieu Blanchard n'en revenait pas de qu'est-ce que Jake a fait. Et Mhm. il revenait pas qu'on était des Canadiens, des Québécois, puis que, tu sais, ça a aucun bon sens. Tu sais, Jake est pas né dans les montagnes, j'expliquais sa condition physique et tout, ça en est encore plus exceptionnel, mais tu sais, c'était tellement beau de voir parler les deux ensemble de leur expérience de « Hey, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? Ah, d'arriver à tel refuge, c'est le fun. » Tu sais, je capotais, moi, de voir ça, là. Tu sais, c'est un rêve, tu sais, c'est fou. Mais ça montre un petit peu qu'est-ce que Jake a accompli. Mhm. Puis évidemment, je suis son père, fait que c'est sûr que je vais dire il est extraordinaire, mais je pense que quand ça vient de l'extérieur comme un gars comme Mathieu Blanchard qui est à son top, puis qui est à son top prime maintenant, je pense que ça en dit long. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir, est-ce que ça a été compliqué pour toi de tourner ça, ce documentaire-là? Hey, j'adore tes questions, Jean-François. Esprit que t'es bon. T'es bon à ce que tu fais. Euh, je voulais pas, je voulais pas que de tourner. Imagine-toi, on parlait de sécurité tantôt. OK? Mhm. Alors, est-ce que j'aurais risqué de faire une shot spectaculaire pour le documentaire, une shot vidéo photo, pour que la performance de mon garçon paraisse encore plus dangereuse et spectaculaire? J'aurais jamais fait ça, right? Ouais, En ouais. tant que père. Alors, le documentaire, j'ai filmé le mieux que je pouvais avec mes 27 années d'expérience comme photographe et cinéaste. J'ai filmé du mieux que je pouvais à sortir le drone, filmer comme je pouvais, demander à mon ami de nous filmer d'un point de vue qu'on avançait vers lui avec son téléphone, des choses comme ça. Mais je veux juste que les gens comprennent, je n'aurais jamais installé une GoPro quelque part
essayer de faire une shot spectaculaire de mon garçon qui passe les sections les plus difficiles pour le spectaculaire. Alors, dans le documentaire, je vais en parler, mais toutes les parties les plus dangereuses, il n'y a aucune image. J'ai même demandé à mon chum là, on se concentre à 100% sur Jake. On s'en fout, là. Genre, on n'est pas là. Ah ouais, Justement, bon plan. tu comprends ce que je veux dire? Fait Ben que ouais. j'ai filmé des choses que je savais qu'il n'y avait aucun danger, que ça ne l'aurait pas influencé, ça ne l'aurait pas affecté la sécurité de Jake. Alors, je ne sais pas si ça peut t'aider à comprendre mon mindset, mais c'était Ouais, ouais, ça. ouais. Mais j'ai amené mon drone, j'ai amené ma caméra, j'ai amené évidemment des battery packs, excusez-moi, des batteries supplémentaires là, pour recharger tous mes appareils. Et pour le record Guinness et pour le record du monde, je voulais documenter absolument tout. C'était pas juste pour le documentaire parce que j'ai dit à Jake, c'est tellement extraordinaire ce que tu fais que les gens te croiront pas. Fait que j'ai pris des photos à toutes les intersections, toutes les pancartes, tous les refuges et j'ai demandé à des gens d'être des témoins si le record Guinness ou d'autres demandent est-ce que c'est vrai qu'il l'a fait, est-ce qu'il a été assisté, est-ce qu'il a été porté dans un sac à dos, est-ce qu'il a été poussé dans une poussette. Les gens vont pouvoir dire non, on était là. Puis il y a déjà plein de monde qui se sont ralliés sur Facebook qui étaient prêts à signer quelque chose, de dire on a vu Jake faire absolument tout sans assistance. Tout le monde était là et ça fait partie de l'aventure. Mais pour répondre à ta question, j'ai fait toutes les images que je pouvais sans atteindre la sécurité de mon garçon. Fait que de ce que je comprends, c'est que tu veux homologuer ça comme un record Guinness. Oui, fait que dans le fond, on a appliqué pour le record Guinness pour l'instant et je veux pas donner. C'est que là, le documentaire est en train de se faire, fait que je veux pas donner toutes les punchs, on va Ouais, dire. ouais, ben non. Mais on est dans le processus du record Guinness et on est dans d'autres processus, mais je veux juste que les gens qui écoutent ton podcast, Jean-François, c'est vraiment important, puis c'est pour ça que c'est le fun, un format podcast. Tout le monde qui écoute en ce moment. On n'a pas fait ça pour le record du monde. J'ai Le record, ce n'est qu'une excuse pour être parti là-bas. Si C'est c'était un pas du bonus. record, c'est un Ouais, bonus. ouais, ouais. Si c'était pas du record, j'aurais peut-être pris 3-4 contrats de plus, puis j'aurais dit oh non, papa travaille. C'est trop d'argent, c'est ici, c'est ça. Tu sais, on crée souvent des excuses dans une vie. On se dit ah non, c'est pas le bon timing et tout. Puis j'ai souvent dit à ma blonde, puis je l'ai souvent dit à mes amis, il n'y en a pas de bon timing. Mais quand Jake m'a parlé de cette idée-là, je regarde le calendrier, je me dis, tu sais, quand je te dis que c'est une chance dans une vie, là, Jean-François, là, je checkais le calendrier puis je me suis dit, on dirait que la vie est en train de me dire, je suis pas un gars spirituel, mais je suis un gars qui me dit des fois que la vie est en train de me dire de quoi. Je checkais le calendrier, je check l'âge à Jake, puis je me dis, fuck it, on l'essaye. Puis j'ai dit à Jake, si tu rushes la première journée puis tu veux plus rien savoir, on s'en va 2 semaines à la plage. Fait que je me suis dit, worst case, c'est le pire plan de ma vie, c'était la pire idée de ma vie, puis on s'en va à la plage. Puis c'est un peu ça qui est arrivé à la fin. Il l'a tellement fini vite que j'ai loué un camping avec des jeux d'eau puis le kit pendant une couple de journées qui capotait. J'y ai fait plein de surprises après parce qu'il l'a tellement fait vite qu'on a quasiment eu une semaine après à juste être entre père et fils. C'est extraordinaire. Mais tout ça pour dire que c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, tout ça, là, avant de partir. Ouais. OK, super. Ben, félicitations encore à vous deux, là, puis à toi pour la préparation là, en amont. Là. Merci, man. Puis, tu sais, peut-être la dernière chose que je pourrais dire par rapport à ça, puis après ça, on pourra bouger peut-être à quelque chose d'autre, mais il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Les Prodiges, qui est de Malcolm Gladwell, qui est le même qui a écrit le livre de Tipping Point, le point de bascule. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ouais, je connais de nom, ouais, ouais. Parfait. Et dans le fond, le livre Le Prodige, c'est sur un sujet qui m'a passionné toute ma vie. C'est le talent versus le hard work. T'sais, comment ton succès est relié à ta génétique versus peut-être ton environnement familial, ton environnement que tu as grandi à l'intérieur. Et ce livre-là attaque un petit peu ces questions-là. Que, dans le fond, les joueurs de hockey de haut niveau de la NHL,
sont surtout nés entre le mois de janvier et mars. Et il explique ça là-dedans, dans le fond, les dates de recrutement dans l'année, comment ça fonctionne et tout. Et dans le fond, tu peux être le petit garçon qui s'entraîne le plus au hockey, mais peut-être que si t'es pas né à la bonne date, ben dans le fond, tu n'as peut-être aucune chance de l'avoir. Puis ce qui m'intéresse du GR20 avec Jake, c'est que j'ai fait bien attention avec lui. On faisait le record du monde ensemble, puis tout le monde l'encourageait là-bas, puis tout le monde voulait prendre des photos avec lui. Mais j'ai essayé de faire un travail, d'y expliquer, tu sais, Jake, t'es vraiment fort. T'es un enfant extraordinaire. Mais t'as un papa qui a des sous pour venir ici. T'as un papa qui a déjà fait le GR20. T'as un papa qui a fait la logistique, puis qui a un ami qui est capable de venir t'aider à le faire. Puis tout ça, c'était pas pour rabaisser Jake puis d'y enlever quoi que ce soit. Mais il faut se rappeler que, est-ce que mon garçon, c'est le meilleur au monde en randonnée pédestre en ce moment? Il y a peut-être un autre petit garçon qui n'a pas les mêmes chances que lui, qui est peut-être 4 fois meilleur que Jake. Puis il faut se le rappeler. Puis je voulais que Jake sache ça, parce que moi, je veux former un petit garçon qui a des bonnes valeurs, puis qui va faire ça jusqu'à la fin de ses jours, puis qui va peut-être inspirer la nouvelle génération. Mais si tu veux inspirer la nouvelle génération, il ne faut pas être cocky, puis il ne faut pas dire « I'm the best ». Il faut dire « j'ai des aptitudes ». Ah, puis by the way, mon père, il a les sous pour m'amener là-bas, arrêter de travailler, puis marcher pendant 2 semaines. Fait que pour moi, c'était vraiment important, puis c'est pour ça que c'est important d'en parler aussi. Je veux que des parents, je veux pas que les parents écoutent ça puis qu'ils se disent « Tabarouette, mon gars, il n'est pas capable de marcher 1 kilomètre, ça n'a pas de bon sens. » Non. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses, puis il ne faut pas s'arrêter à ça. Puis il y a d'autres choses dans la vie que les défis sportifs. Mon plus vieux, lui, est plus un gars artistique, qui va faire des casse-têtes, des dessins, qui va se développer d'une autre façon. Puis il y a d'autres choses dans la vie que les défis sportifs. Il faut se le rappeler. Turns out que Jake, c'est ça qu'il veut faire, mais il ne faut pas rabaisser les autres personnes. L'important, c'est de se fixer quelque chose qui est important pour nous, aller à fond là-dedans, puis ça va nous apporter des belles choses. C'est juste ça qu'il faut retenir. Puis le record du monde, ce n'était qu'une excuse. Le vélo avec mes enfants, ce n'est qu'une excuse pour sortir dehors. C'est des excuses pour sortir dehors. OK? Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Mais si on a le record du monde à la fin puis qu'on peut mettre ça dans un cadre, fine. Puis si ça peut servir à motiver du monde dans des écoles, que Jake est déjà en train de donner des conférences dans des écoles à plus de 100 élèves à la fois, ben ça aura servi à ça aussi. Ça, je suis fier de ça. Ouais, c'est super ça. Puis c'est bon, ouais, d'y enseigner des bonnes valeurs parce que, tu sais, c'est une chance, comme tu dis, qu'il y a, ben, premièrement, d'être en santé pour pouvoir faire ça. Tu sais, si on recule juste il y a 5 ans, jamais que tu aurais cru que ça, c'était possible. Puis qu'il ait toutes les ressources disponibles en plus avec son père qui a tout préparé ça en amont. Puis, ben, c'est super ça. Il est très chanceux. Puis il le sait. Fait que ma job en tant que parent, je sais pas si tu as des enfants, Jean-François? Non. OK. Mais quand les gens me demandent ça a été quoi la chose la plus dure que tu as faite dans ta vie, je leur dis c'est de transmettre mes valeurs à mes enfants. C'est ça qui est dur. C'est un travail de tous les jours. De faire des champions qui sont coquilles puis qui pensent qu'ils sont le centre de l'univers, je pense que c'est facile. Tu fais juste leur donner la carte de crédit. Tu leur dis que c'est des champions depuis qu'ils sont nés, peu importe ce qui arrive. Tu leur donnes des trophées de participation. Puis tu les appelles mes champions à tous les jours. Puis tu vas former des adultes qui pensent qu'ils sont le centre de l'univers. Moi, je me suis dit non. C'est pas mal que ça va se passer chez nous. Puis c'est sûr que c'est affecté avec mon passé qui n'est pas très, très glamorous. Mais dans le fond, moi, ma priorité dans la vie, c'était de former des adultes, des jeunes garçons qui vont être des bonnes personnes plus tard, dans le fond. Peu importe ce qu'ils font. Puis après ça, ils choisiront bien ce qu'ils veulent faire de leur vie. Mais je pense que quand tu fais le GR20 à 8 ans, puis que c'était ton idée, puis que tu es allé au bout, moi, je suis pas trop inquiet pour mon garçon. Puis peu importe ce qu'il va faire, puis on va l'encourager dans peu importe ce qu'il veut faire. Mais c'est sûr que quand tu as ça dans ton CV, non seulement ton CV de vie, mais quand tu as ça en arrière de la tête qu'il va affronter des épreuves plus tard, parce que la vie s'en vient avec un bat de baseball, comme je leur dis, il va se rappeler de ces moments-là, qu'est-ce qu'il a vécu là-bas. Ouais, c'est clair. Super. Puis si on revient à toi en tant qu'athlète, là, je sais que t'as parlé de la course que tu as faite là, jusqu'au Mexique. Le Tour de Vibe. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jean-François? Ça a l'air assez intéressant, ça. C'est plusieurs jours. C'est ça en autonomie? Oui, fait que dans le fond, la Tour Divide, c'est la course de tu sais, quand on dit du backpacking, tu sais de quoi qu'on parle, hein, Jean-François? Ouais, ouais, Tu ouais. sais, OK, parfait. Il y a du monde qui appelle ça du cyclotourisme, mais le backpacking, c'est une coche de plus que le cyclotourisme. C'est vraiment, moi, dans ma définition là, personnelle du backpacking, c'est t'amènes tout sur ton vélo pour vivre sur ton vélo, OK? Mhm. Puis tu es en autonomie. Ça, c'est ma définition. Alors, le Tour Divide, c'est la course de backpacking la plus dure au monde, considérée la plus dure au monde, et la plus célèbre au monde. Et la Tour Divide, le Tour Divide, c'est à chaque année, deuxième vendredi de juin de chaque année, depuis 2008, je crois. Et dans le fond, on part de Banff euh, en Alberta. On part de Banff et on s'en va jusqu'à la frontière du Mexique. Alors, imagine-toi, j'ai traversé l'Alberta, le BC, le Montana, l'Idaho, le Wyoming, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Tout ça à travers les Rocheuses. Alors, c'est la course avec le plus de dénivelé au monde. Alors, sur 4300 km de vélo, montagne, trail et route, il y a entre 53 000 et 60 000 mètres de dénivelé positif sur 4300 km. Et moi, Wow. ça m'a pris, ouais, et ça m'a pris 26 jours. J'ai pédalé entre 10 et 20 heures par jour sur mon vélo pendant 26 jours. J'ai dormi des nuits des fois de 45 minutes, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il faut que tu sois en autonomie. Tu as le droit d'utiliser les services publics ou du moins les services commerciaux disponibles sur le parcours, ce qui veut dire s'il y a un dépanneur, tu peux aller au dépanneur. S'il y a une boutique de vélo, il y a une boutique de vélo, tu as le droit d'y aller. S'il y a un hôtel, tu as le droit de le réserver. Mais sur 4300 km à travers les montagnes, il n'y en a pas tant que ça. Et si tu as un pépin mécanique, il faut que tu te débrouilles toi-même. Il faut que tu répares ton vélo. Il faut que tu peux pas rester avec quelqu'un trop longtemps. Tu peux pas le faire en équipe. Tu peux pas être suivi par ta blonde qui t'encourage sur le bord de la route avec tes enfants. Tu peux pas être suivi par un groupe de cinéastes qui font un film sur toi. Fait que le film que j'ai fait qui s'appelle le Beyond the Dots, qui est disponible sur YouTube, c'est un récit de mon aventure qui a été principalement filmé avec mon téléphone parce que tu peux pas être suivi par personne. Et dans le fond, moi, ça m'a pris 26 jours. Et oui, j'ai pleuré en arrivant à la frontière du Mexique, au Nouveau-Mexique. Et j'ai une annonce à te faire. Il y a des nouveautés qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines, mais dans le fond, ça, je l'ai fait en 2024. Et ça a été l'aventure la plus mémorable et puissante et profonde de ma vie. Mhm. Puis comment tu te prépares pour un événement comme ça? C'est malade, là? C'est malade. Hey, méchante bonne question. Fait que là, tu te dis, hey, je vais aller sur Zwift puis je vais pédaler 4300 km. Tu sais, genre, c'est impossible à simuler, right? Ouais. Fait que les gens qui veulent, ben, c'est le fun qu'on parle de ça. Peut-être que ça va rejoindre ton audience, mais tu sais, j'ai coaché énormément de jeunes puis du monde qui m'ont posé des questions à travers les années. Il y a du monde pour qui faire 5 km, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est faire un marathon, c'est 42,2 km. Ouais. Puis on a tous des niveaux comme ça, puis c'est bien correct. Mais ce que je dis au monde, c'est avant de faire ton 10 km, as-tu fait un 5 km? Avant de faire ton marathon, as-tu fait un demi-marathon, right? C'est comme la progression naturelle. Alors, pour arriver à faire le Tour de Vide, quelle était la progression naturelle? Bien, vu que j'ai pédalé quand j'étais jeune, vu que je faisais, là, quand j'avais 15 ans, je faisais déjà des journées de 135 km sans nourriture, avec peut-être une barre-tente, un peu d'eau, dans le coin de Charlevoix avec mes amis, 135 km de vélo de montagne. Je faisais ça quand j'avais 15 ans. Alors là, si tu me dis qu'il faut que je fasse en moyenne 160 km à tous les jours avec un vélo de 57 livres, bien là, tu te dis, OK, je sais c'est quoi environ 135, 160 kg de bike, je sais c'est quoi. Mais je sais pas c'est quoi avec un vélo de 50 livres ou 60 livres. Fait que qu'est-ce que tu fais, Jean-François? Tu commences à pédaler. Fait que pendant 2 ans, toutes les sorties de vélo que je faisais, c'était avec un vélo avec du poids dessus, qui était chargé. Alors, ta tête arrête de penser qu'un vélo pèse 20 livres. Ta tête commence à penser qu'un vélo, c'est tout le temps 60 livres. C'est tout le temps une vache à monter les côtes. Mais ce que ça fait, c'est que ça te prépare non seulement les jambes, mais ça te prépare la tête.
Ça te prépare la tête à pousser ton vélo, marcher à côté de ton vélo, ça fait partie de tout ça. Et évidemment, j'ai fait du Zwift, j'ai été suivi par un de mes coachs, j'ai amélioré un paquet d'affaires, mais il n'y a rien qui peut te préparer à ça, Jean-François. Ah Il n'y ouais, a c'est rien, clair. il y a rien que, hey, je vais pédaler toute la nuit au Colorado dans le désert avec une lampe frontale. Tu sais, personne, tu sais, il n'y a rien. La seule façon, c'est de l'essayer. Ouais, Je l'ai ouais. faite. Et c'est sûr que les expériences que j'ai eues de ça, ben là, je les applique pour ma prochaine course. Et mes prochaines courses, c'est évident. Mais c'est sûr que quand je suis parti de Banff, là, même moi qui dis que j'ai pas peur de rien dans la vie, Jean-François, comment tu... Tu sais, j'étais nerveux, là. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu te dis comment je vais faire ça. Puis question nutrition, tu te traînais plein de choses avec toi, mais tu te ravitaillais en chemin? Dans le fond, le tour de Vide, c'est là que tu sépares bien du monde, OK? Dans le fond, juste la bouffe, OK? C'est, tu sais, on arrive dans des mini-villes que tout ce qu'il y a, des fois, c'est un Subway ou un mini-dépanneur, ou, puis là, finalement, il est fermé. Fait que là, tu sais, oh, je me nourrissais, là, c'est pas compliqué, c'est des jujubes, des chips, des beignes, des Oreos, des saucissons, des sandwichs écrapoutis. J'ai mangé un Subway 3 jours plus tard que je l'avais commandé, un 24 pouces dans le fond de mon sac. J'en parle dans mon film de ça. Fait que des fois, j'arrivais au Subway, je mangeais un 12 pouces, j'amenais un 24 pouces avec moi. Fait que 12 pouces, j'ai foutais dans mon sac de vélo, puis je le mangeais 2 jours plus tard. Fait que moi, j'appelle ça, Jean-François, whatever it takes. Ah ouais, Peu ouais. importe ce que ça prend, c'est des calories. Ton corps est un moteur. Ton corps a besoin de calories. Peu importe d'où est-ce que ces calories-là viennent. Et c'est là que j'ai découvert que, à cause de mon passé pas très, très glamorous, comme j'appelle, quand j'étais jeune, j'ai passé, des fois, je passais plusieurs jours sans manger ou je mangeais peut-être un repas ou 2 jours, un repas par jour. Des fois, j'allais souvent à l'école sans boîte à lunch, ce qui s'appelle dîner. Alors, j'ai appris à pédaler sans nourriture, j'ai appris à gérer mes énergies comme ça, mais j'ai appris aussi à quand tu me mets 8000 calories d'en face, 4000 calories dans une assiette, puis il faut que je mange instantanément parce que j'ai trop faim. J'ai appris ça quand j'étais jeune, alors j'ai un estomac, on pourrait dire, que j'arrivais dans un dépanneur, je suis capable de caler 2000 calories liquides, un Coke. Ma blonde a capoté, à un moment donné, je l'ai FaceTimé. Je cale un Red Bull de 17 onces, un Coke, 1 litre de lait au chocolat, je mange un sac de chips, je pars avec un sac de beignes, avec un sac de Réo familial, puis je les mange en pédalant, puis ça passe. Fait qu'il y a Mhm. du monde que, évidemment, ils sont pas capables de faire ça. Mais quand je parlais des super pouvoirs tout à l'heure, je pense que mon super pouvoir de manger instantanément, puis que ça passe, ça, c'est un super pouvoir dans ces aventures-là. Et dans le fond, tu manges peu importe ce que tu peux, mais à la fin, je mangeais un pack d'Oreo familial à tous les jours. Je mangeais ça comme des chips. Puis même à ça, en 26 jours, j'ai perdu 25 livres. Fait que je Hey! mangeais, ouais, fait que je mangeais 8-9 000 calories par jour, mais j'en perdais 13-14. treize Mhm. quatorze mille. Fait que t'es tout le temps en déficit, t'as tout le temps faim, puis quand j'ai fini la course, pendant 2 semaines après, j'avais faim 24 heures sur 24. C'est que ton corps, il est devenu une machine, il est devenu un four à calories. Puis ça, c'est une de mes forces. Puis à la fin, j'ai perdu, c'est ça, j'ai perdu des muscles dans les bras. Je le savais, tu sais, je vois ma face dans mon film là, quand j'arrive à la fin. Non seulement j'avais perdu des muscles, mais j'avais perdu, tu sais, j'étais déshydraté à la fin. Là. Il a fait, pour vous donner une idée, on a eu du -10. Tu sais, si je peux expliquer pourquoi c'est dur pour tout ça pour les gens à qui ça intéresse, c'est que on a eu du -10, puis j'ai fini à 45 degrés. OK? Aïe Fait qu'au aïe. Nouveau-Mexique, ouais. Alors, je buvais 8 à 10 litres d'eau par jour parce que je suis un gars qui sue beaucoup. Et à la fin, j'ai manqué d'eau. Écoutez, j'ai bu un Red Bull, c'est tout ce qui me restait. J'avais un Red Bull qui était dans mon sac noir arrière là, de bagages. Je vous jure, il était plus chaud qu'un café. Là. Puis j'ai calé ça en me retenant de ne pas dégueuler. J'ai calé de l'eau qui était dans des ruisseaux dégueulasses. J'ai filtré ça avec mes fils. Ça goûtait le caca parce que le filtre enlève les microbes, mais il n'enlève pas le goût. Hein? Et alors, Mhm. imaginez de l'eau dégueulasse, chaude comme un thé,
puis il faut que tu en boives 6 litres d'eau par jour, 8 litres d'eau par jour de ce stock-là, des fois, là. Alors, c'est là que j'appelle ça le grind. Tu sais, le grind de ces événements-là, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont des athlètes de haut niveau, mais ces choses-là vont aller les casser. Le manque de sommeil, de dormir 3 heures par jour, d'être attaqué par des moustiques 24 heures sur 24, de manger de la bouffe de dépanneur, d'être assis sur une selle pendant un mois, de la chaleur, d'être exposé au soleil, au vent. J'ai eu le vent d'en face pendant 5 jours de temps pendant le Wyoming. Mais c'est ça, le défi, c'est pas le 4300 km de vélo. C'est d'être sur ton vélo à l'extérieur pendant un mois. Ça, c'est le défi. Je vous jure, c'est difficile à expliquer, mais pour du monde qui ont passé assez de temps dehors, là, d'avoir peur des ours, tu commences à paranoïer. Là, quand tu es fatigué, tu as moins de patience. Tu veux plus changer tes bas parce que là, tu es fatigué. Fait que là, tu te développes des bas beaux. Puis là, c'est comme la roue qui tourne, mais c'est là que mon expérience d'alpiniste, de vivre dans des hautes montagnes pendant des semaines de temps, m'ont sauvé. Parce que je me suis dit, Gab, qu'est-ce qu'un gars intelligent ferait en ce moment? Puis c'est ça qui m'a sauvé plusieurs fois. Je me suis dit, Gab, arrête, qu'est-ce que tu fais là? Puis pose-toi la question, qu'est-ce qu'un gars intelligent ferait? Puis c'est ça qui a sauvé mon Tour de Vite. Plein de moments. Mon vélo qui a pété, mes genoux qui sont pétés, mon tendon d'Achille qui voulait casser en deux, des brûlures aux lèvres qui étaient en train d'enfler, que je n'étais plus capable de manger, mon câble de vélo qui a pété à la fin, que j'ai pédalé en une vitesse, à 4e vitesse pendant 160 km. Tu sais, tout m'est arrivé, là. J'ai traversé une rivière la nuit sans lampe frontale. J'ai eu des souris dans mon sac de couchage. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Puis, je suis curieux de savoir, moi, c'était quoi la coupure de temps, le temps maximal pour faire ça? 28 jours. OK, fait que quand même. Et moi, je veux juste... Hey, c'est le fun. Tu me diras combien de temps qu'on a, man. Je peux parler pendant 3 heures de ça, mais dans le fond, pour garder mon point bleu que je parle dans mon film, c'est que pour être considéré que tu l'as fait en coursant, il fallait le faire en bas de 28 jours et 3 heures. Et moi, finalement, je l'ai fait en 26 jours. Les gens, des fois, me disent, est-ce que tu aurais été capable de le faire plus vite que ça? La réponse est oui, parce que si tu écoutes mon film, Jean-François, je te l'enverrai après. Mais la réalité, c'est que je m'étais fixé des objectifs du genre me faire des amis, aider les gens que j'allais croiser. Et j'ai perdu énormément de temps. Bien, je ne veux pas dire perdre. J'ai investi du temps dans des gens. J'ai aidé du monde avec leur vélo. J'ai attendu du monde en haut d'une côte. J'ai fait bien des affaires qui ne sont pas dans le film, que moi, il y a juste moi qui le sais, là. Mais je sais que on pourrait dire, investi du temps dans des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui. Puis on va continuer à faire des défis ensemble, justement. Mais dans le fond, j'aurais pu aller plus vite, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Mais quand j'étais sur le vélo, je me suis donné aussi. Là. Je veux dire, si tu écoutes mon film, c'est clair que je me suis donné. Mais dans le fond, moi, c'est ça. Je voulais au moins le finir à être considéré de l'avoir couru. Puis juste ça, c'est un exploit parce qu'il y a plus que 50% qui abandonnent à chaque année. Fait juste de finir, c'est exceptionnel. Mais de le finir avec ton point bleu, je pense que c'est 20% des gens, 25% des gens qui réussissent ça. Fait que ça, je suis très fier de ça. Fait que j'ai fini 63e sur 225. Eh bien, félicitations. Merci. Puis, écoute, tu as parlé d'alpinisme et je serais curieux de parler aussi de montagne que tu as faite. Dans le fond, la montagne que je suis, dans le fond, la montagne qui a suscité beaucoup d'attention dans mes amis puis ma famille, à l'époque, c'était la Concagua en 2012, que je suis allé attaquer ça. Et à l'époque, dans le fond, j'avais pas beaucoup d'expérience de montagne et j'ai décidé de me fixer cet objectif-là. Et je te parlais d'un mentor qui est décédé, un de mes meilleurs amis qui est décédé avant l'entrevue, là, Daniel. Et c'est mon mentor qui est décédé dernièrement, qui était mon ancien prof d'éducation physique, que c'est lui qui m'avait donné l'idée de monter cette montagne-là. Et quand il m'a parlé de ça, moi, à l'époque, j'étais encore dans l'idée que c'était pas possible pour un asthmatique ou un ancien asthmatique de monter en haute altitude. Et c'est là que je me suis rentré quand même dans la tête de faire la Concagua. Et à l'époque, je connaissais 14 personnes qui l'avaient essayé et qui n'avaient pas réussi. Alors, ça, c'est la plus haute montagne en Amérique, hein, je crois, c'est ça? Des deux Amériques. Ouais. De l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud.
est située en Argentine et elle culmine à 6 983 mètres. Fait que c'est juste en bas de 7 000 mètres, juste en bas de où est-ce qu'on utiliserait de l'oxygène, par exemple. Et OK. la Concagua est considérée quand même est pas très technique. C'est pas quelque chose que tu montes avec des pieux, tu sais, des pics à glace et tout, mais ça dépend de quel côté tu le fais. Il y a du côté de la montée des Polonais qu'on appelle, qui a un côté qui est plus abrupt, mais moi j'ai fait la version normale du côté avec le camp de base qui s'appelle Plaza del Mulas. Et j'ai fait ça, fait que c'est pas très technique, mais c'est très haut. Et comme n'importe quelle autre montagne, la température peut changer. Et imagine-toi donc que non seulement je me suis fixé cet objectif-là, mais pourquoi j'ai fait un film là-dessus aussi, c'est que j'ai décidé de le faire sans porteur et sans guide. Alors on l'a fait en autonomie. J'étais avec 3 autres collègues de Québec qui ont décidé de le faire avec moi. Et dans le fond, ce qui est arrivé dans cette aventure-là, imagine-toi donc, qu'il y a 2 de mes collègues, Gilles et Lucas, qui se sont même pas rendus au camp de base à cause que Gilles, il est tombé malade et Lucas, qui est un infirmier de profession, là, il a décidé de rester avec lui et là, ils ont eu des problèmes de logistique par la suite. Fait que j'ai 2 de mes collègues qui se sont pas rendus au camp de base. Et après ça, Yannick, qui est avec moi, il s'est rendu au camp numéro 3. Et un moment donné, il a dit, c'est assez, c'est trop pour moi. Et moi, j'ai continué tout seul. Alors, j'ai fini cette foutue montagne. J'ai monté mon matériel au dernier camp. Dans le fond, j'ai monté le matériel en montant, descendant, sans guide. J'ai tout fait la logistique, tu sais, par moi-même. À cette époque-là, les téléphones satellites étaient énormes. J'avais un téléphone satellite. J'ai même fait des entrevues à la radio à Québec, dans la montagne. Je faisais un film en même temps. J'ai amené une grosse caméra DSLR, un réflexe numérique avec des batteries, panneaux solaires. Et là, vu que j'ai fini tout seul, il fallait que je traîne une tente pour 3 ou 4 personnes. Mais juste pour moi, il fallait que je traîne un pot pour faire fondre la neige faite pour 2 personnes, mais pour moi, tu sais. Alors, j'ai tout monté ça. J'ai décidé de finir de cette foutue montagne. Et dans le fond, en février 2012, j'ai monté cette foutue montagne et les 60 derniers mètres m'ont pris 3 heures. J'étais vidé. J'ai passé une semaine pratiquement tout seul. Tu sais, il faisait moins 35 en haut de là avec des vents de 80 km à l'heure. Et il y a des tentes qui sont parties au vent. Et une des seules raisons que ma tente n'est pas partie au vent, c'est que j'ai eu un éclat de génie à un moment donné. Je me suis dit, je ne vais pas juste mettre des roches autour de ma tente. J'ai mis des roches dans ma tente parce que vu que c'était une tente plus grosse que prévu pour une personne, j'ai rempli la tente de roches. Et c'est une des raisons que ma tente n'est pas partie au vent quand je suis redescendu du sommet. Et une des choses, c'est là que j'ai failli perdre mes 2 gros orteils aussi. C'était que j'ai assisté quelqu'un au sommet. Il y a un gars qui avait un indème cérébral. Et j'ai décidé de l'assister pour redescendre jusqu'au camp le plus bas. Et ce qui est arrivé, c'est que la journée du sommet, avec tout ça, le gars, ça m'a ralenti. J'ai jamais su son nom parce qu'il ne savait pas c'était quoi son nom. Et dans le fond, la journée du sommet m'a pris 17 heures de temps. Et quand je suis arrivé, Jean-François, j'étais tellement fatigué que je n'étais pas capable d'enlever mes crampons. Alors là, j'ai pris une super décision que tu fais à 6 000 mètres d'altitude. J'ai zippé, je me suis couché dans ma tente et j'ai laissé mes pieds sortir de la tente et j'ai zippé la tente autour de mes pieds. Je me suis couché comme ça. Et j'ai failli perdre mes 2 gros orteils. Fait que quand je suis descendu, j'avais 2 orteils noircis. Et j'ai descendu avec tout le matériel que j'avais, mais en plus, j'ai récupéré du stock de mon ami Yannick qui avait laissé à des camps plus bas. Et j'ai descendu, mon sac à dos devait peser peut-être 100 ou 120 livres, 125 livres en descendant. Et le comble du malheur pour finir cette anecdote-là, Jean-François, c'est qu'à Aconcagua, on chie, excusez-moi, on va aux toilettes dans des sacs. Et j'avais 2 semaines de caca dans un sac que tout est gelé, hein, parce que là, tu gèles, il fait moins 35, tu mets ça. Et là, j'ai pris ce sac-là, et je l'ai attaché sur mon sac à dos. Puis en descendant, dans le fond, ça l'a fondu, tu sais, ça commence à réchauffer. Et le sac frottait sur mon sac à dos. Et à un moment donné, il y a un guide qui est en train de monter.
Et à ce moment-là, les gens m'appelaient Poor Gabriel parce qu'il m'était tellement arrivé d'aventure que les gens m'appelaient Poor Gabriel. Il me dit Poor Gabriel, ton sac de marde a ouvert sur ton sac en arrière. Alors le caca était sur mon sac à dos avant d'arriver au camp de base. Et ce sac à dos-là, pour finir l'histoire, ça m'a pris 1 an avant de le nettoyer. J'ai été tellement fatigué de cette histoire-là, j'ai ramené ça à Québec et ce sac à dos-là, je l'ai juste nettoyé un an plus tard. Tellement que j'étais fini de cette histoire-là. Alors ça, c'est l'histoire de la Concagua, mon Jean-François. Aïe, aïe, wow, c'est vraiment impressionnant. Félicitations. Merci. Quelle aventure. Ben, c'est les meilleurs moments, man. C'est les meilleurs moments. C'est toutes ces histoires-là, pas possible. Tu te dis, j'en reviens pas que j'ai... Je sais pas comment j'ai fait, mais je m'en suis sorti, esprit. J'ai survécu. Puis, il y a une autre montagne aussi que tu avais faite. Ouais, fait que j'ai fait après ça, en 2013, j'ai fait le Cotopaxi, le Chimborazo aussi. OK. Ça, c'est en Équateur, si tu connais. C'est super connu, là. Puis ce qui a été drôle du Cotopaxi, c'est que moi, je me suis pointé là, je me dis, ah, c'est juste 5900 mètres, tout va bien se passer. Puis là, finalement, tu arrives du Québec à Quito, puis tu te rends compte que tu es déjà en altitude. Puis ce qui est arrivé, c'est que le Cotopaxi, c'est qu'il y a de moins en moins de neige maintenant à cause de quelque chose qu'on n'est pas tous d'accord, mais il y a des experts qui disent qu'il y a un certain changement climatique au niveau mondial. Et là, sur le Cotopaxi, il y a de moins en moins de neige. Alors, lorsqu'on l'a fait, il y avait énormément de crevasses, énormément de ponts de neige. On était tous attachés ensemble. Ça a été très long faire le contournement pour se rendre au sommet. Et ça a été plus dur que je pensais. Et on l'a fait. Et après ça, j'ai attaqué le Chimborazo. Et une belle histoire que j'ai de ça, c'est que je ne me suis pas rendu au sommet du Chimborazo. Le Chimborazo, c'est 6300 mètres. Je me suis rendu à 6000 mètres. Parce que j'avais un collègue avec moi qui dans le fond, il y avait un gars qui était avec nous qui a un petit peu moins d'expérience en montagne, qui commençait à avoir des problèmes d'altitude, puis il était vraiment pété. Puis on s'est dit, moi puis mon ami, mon collègue d'aventure, Donald Dionne, on s'est dit, on va le monter jusqu'à 6000 mètres, le gars. Tu sais. On va le craquer, puis on a monté jusqu'à 6000 mètres. J'ai regardé le sommet où est-ce qu'on était rendu. Puis ça a été la première fois de ma vie que je me suis retourné d'un défi, mais c'était pour assister mon chum avec moi, puis ça représentait bien ma philosophie de la montagne sera là l'année prochaine. Peut-être pas tes amis, mais la montagne sera là l'année prochaine. Fait qu'à 300 mètres du sommet, on s'est reviré de bord, puis on a assisté notre ami à redescendre en bas, puis il est encore en vie aujourd'hui, puis c'est juste ça qui compte. Fait que ça a été une belle expérience. Ça, c'était le Chimborazo. Puis les montagnes, je sais pas pour toi, mais moi, les montagnes, ça m'attire, là. Genre, comme bien du monde, là, il y a quelque chose de magique là-dedans. Hein? Mhm. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Ah, cool. Ben, c'est vraiment impressionnant, ça. Puis, je sais que là, qu'il y a une course que tu veux faire de vélo d'endurance, je pense, l'an prochain, c'est ça? Ben, c'est cette année, en fait. Ah, c'est C'est cette en année? août. Fait que là, après la Tour de Val qu'on a parlé tout à l'heure, qui était de Banff au Mexique, la deuxième que tout le monde dit qui est la plus difficile, c'est la Silk Road. Alors, la route de soie. La route de Mhm. soie, c'est dans le fond, c'est au Kyrgyzstan. Est-ce que tu sais c'est où le Kyrgyzstan? Oh, des fois, on dit Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Est-ce que tu sais c'est où? Exactement, non, là, mais j'ai déjà Ah, entendu OK. ça. C'est entre Montréal puis Trois-Rivières. Non, c'est en Asie centrale, c'est collé sur la Chine, c'est au milieu. Il va falloir que je t'envoie des liens par la suite, mais on va dire que c'est en Asie centrale. Ça peut pas être bien plus loin que chez nous que ça. Et la Silk Road, c'est 2000 kilomètres, donc c'est la moitié du Tour de Divide. C'est 2000 kilomètres, mais il y a plus de dénivelé pour le ratio, là, c'est plus alpin. Et pourquoi que les gens ils ont de la misère à se décider quelle est la plus dure? C'est que à la Silk Road, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de 7-Eleven, il n'y a pas de McDonald's. On mange de la bouffe dans des huttes avec des locaux. Les seules choses qu'il y a là-bas, c'est des chevaux dans les montagnes. Il n'y a rien. On va traverser 4 frontières. On a besoin de genre 7 visas différents. C'est organisé par une course. C'est ultra compliqué. On traverse des territoires, des frontières militaires. On est entre 2 et 4 000 mètres d'altitude. Et il y a une section cette année qui ont décidé de rajouter les organisateurs parce qu'ils voulaient la rendre encore plus dure.
Je vais marcher environ entre 30 et 40 km avec mon vélo sur le dos parce qu'ils nous font passer sur des crêtes de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude et c'est des chemins impraticables. La seule façon de passer, c'est de mettre ton vélo sur le dos. Alors, ça va vraiment être un défi de ne pas tomber malade, s'acclimater à l'altitude. Qui dit altitude dit changement climatique, des variations de température extrêmes. Et c'est là que toute mon expérience va venir jouer là-dedans. Et je suis tellement fier maintenant d'avoir comme partenaire Shimano, Primo Vélo Shimano, qui m'ont monté un vélo cette année. On a travaillé là-dessus depuis 3 mois. J'ai mis toutes les pièces, toutes les choses que j'aurais pensé pour créer le vélo parfait pour affronter cette course-là. Mais le mot d'ordre, s'il y a une affaire à retenir, c'est le poids. Alors, mon vélo et tout mon kit va être 15 livres de moins de ce que j'avais au Tour de Vide. Et le but, c'est d'arriver là le plus préparé possible avec le vélo le meilleur que je peux faire. Puis, contrairement au Tour de Vide, oui, je vais faire un film, mais je te promets que je vais me donner le plus possible. On va dire. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, sans me tuer. J'ai 2 enfants, une blonde. On pense à notre santé, mais je te promets, Jean-François, que je vais aller le plus vite possible. Fait que ça, c'est la Silk Road. Alors, comment qu'on fait pour se préparer en Silk Road? On vient au Utah, comme en ce moment, on s'entraîne en altitude, on s'entraîne dans le sable, on s'entraîne dans toutes les sections, toutes les façons qu'on peut. Et peut-être aussi que je vais retourner refaire le Tour de Vide dans le fond, à la fin juin. Je recommence le Great Divide de Jasper maintenant, avec un de mes amis que j'ai rencontré au Tour de Vide. Je ne l'ai même pas annoncé sur les réseaux sociaux encore, personne ne sait ça. C'est que j'ai rencontré un gars au Tour de Vide en 2024 qu'on a vraiment bandé ensemble. Et là, je suis allé le voir à Boulder, il habite à Boulder, Colorado, et il m'a proposé de le refaire ensemble. Alors, on va partir de Jasper, puis je vais aller m'entraîner environ une semaine. Je ne vais pas le faire au complet, là, mais je vais refaire avec lui une bonne section du parcours pour m'entraîner. Puis juste avant ça, je vais aller au Kyrgyzstan avec un de mes amis qui voulait y aller. Et je vais aller au Kyrgyzstan avant ça, m'entraîner en altitude pour aller tester le vélo, puis toute la nourriture, puis toutes les affaires avant même la course. Fait que c'est vraiment... Tu sais, quand je dis que je fais pas les affaires à moitié, c'est un bel exemple. Mm-hmm. C'est all-in, Jean-François. All-in, man. Puis, moi, je suis curieux, là, t'en as parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je suis curieux qu'on parle de ton aventure présentement, parce que là, on s'était parlé pour le podcast, là, finalement, on a repoussé ça d'une semaine, puis ce qui est super correct, là, mais écoute, si t'es à l'aise d'en parler, là, c'est... Ben oui, j'adore ça. Écoute, il a fallu que... Ce que je trouve drôle, c'est que cette semaine... ce qu'on a vécu a passé sur OD Conneries, Conneries Québec, Esprit, tout le monde a publié ça. Mon gars fait le GR20, bat le record du monde. J'ai envoyé 12 communiqués de presse, puis pratiquement personne ne nous a répondu à part TVA. Mais ça, tout le monde s'en fout. Mais quand ton pick-up électrique, Jean-François, explose, quand tu pars du Québec pour aller au Colorado puis au Utah, ça, les gens s'intéressent à ça au Québec, c'est extraordinaire. Alors, pour répondre à ta question, on est parti de Québec pour notre voyage annuel. Ça fait au moins 5 ans qu'on part soit dans l'Ouest canadien ou américain en famille dans le temps d'avril. T'es-tu d'accord pour dire, Jean-François, que le mois d'avril à Québec là, ou à Montréal, ouais, c'est pas mal... on pourrait le skipper, mettons. C'est un peu de la chenoute pour s'entraîner, là. Ouais, on va se dire les vraies choses. On va se dire les vraies affaires. Fait que ça fait au moins 5 ans qu'on amène les enfants dans l'Ouest américain ou canadien. Puis ce qui arrive, c'est qu'à Moab, où est-ce que je suis en ce moment pendant qu'on fait l'entrevue ensemble, je suis dans le désert de Moab au Utah. La température est la meilleure de l'année, dans le fond, avant qu'il fasse trop chaud, avant qu'il y ait des mouches, avant que ça, c'est que c'est le prime. Le prime est maintenant. Et là, pour se rendre ici, moi, j'ai un Silverado EV pour les gens qui connaissent. C'est le compétiteur au Ford Lightning ou au Tesla Cybertruck pour les fancy. Et dans le fond, moi, j'ai le Silverado EV. Je suis très fier de ce truc-là. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je suis pas un militant de l'électrique, mais je suis un geek qui aime ça parler des technologies. Alors, quand j'ai eu ce véhicule-là, je veux dire, je suis rendu même ami avec les ingénieurs de GM à Québec. J'ai leur numéro de téléphone parce qu'on aime ça s'échanger des affaires. J'aime ça leur apprendre des affaires sur le truck, tu sais. Alors, je suis un geek.
Et l'année passée, on est parti en Floride, tout s'est bien passé, mais là, en partant au Utah avec la roulotte, tout allait bien, c'est le meilleur véhicule que j'ai jamais eu pour tirer. Et un moment donné, on est arrivé en Illinois, on est arrivé à une borne de recharge ultra rapide que je voulais essayer, que les propriétaires, c'est GM. Je le savais pas à l'époque, mais là, je le sais. J'en avais entendu parler sur YouTube, je me suis dit, je vais aller essayer ça. Et quand j'ai branché le char, il est passé de 6% à 68%. Et le char, non, tu sais, souvent quand ton char, il y a un check engine, tu es quand même capable d'allumer, je sais pas, les lumières ou il se passe de quoi pareil, là, tu sais. Le char, là, man, une brique, là, terminé, mon gars, là, tu sais. Et là, le fil est plugué dedans. Je suis même pas capable d'enlever le fil de la borne, fait que même si j'appelle un remorquage, il faut que je sache comment enlever le fil. Fait que là, juste de découvrir la technique pour enlever le fil d'une manière d'urgence, dans le fond, sans l'application, puis que le char est mort, c'était déjà une aventure. Mais après ça, c'est que là, ce qui est arrivé, c'est que, imaginez-vous, j'ai une roulotte de 21 pieds. J'ai 2 enfants. Il y a un avis de tornade qui s'en vient. Je suis pogné en Illinois. Là, qu'est-ce qu'on fait, là? Et là, ce qui est arrivé, c'est que on a trouvé des solutions. Hein? Comme d'habitude, si tu es capable de t'en sortir autour de Vide puis sur le top d'une montagne pour faire le GR20, tu es capable de ramener un char dans un dealership, OK? Alors, on s'est mis en mode solution. Mais j'ai dit aussi à ma blonde, j'ai dit, tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on a un blog qui s'appelle La famille, c'est du sport. Que là-dessus, on partage plein d'affaires de sport, puis des trucs de nos gars, puis justement, le documentaire du GR20 avec Jake va être là-dessus et tout. Et moi, j'ai mon YouTube channel, je fais mes affaires. Mais là, j'ai dit à ma blonde, tu sais quoi? S'il y a bien une affaire qui pourrait devenir virale, man, c'est un Silverado avec des Québécois pognés aux États-Unis. Fait que j'ai dit à ma blonde, tu sais quoi? On va faire une série de vidéos juste pour rire de tout ça. On est capable de rire de nous-mêmes. On est capable de rire des chars électriques. On n'est pas vendu. On s'en fout. Je suis pas payé par GM. I don't give whatever, OK? Alors, on a fait une série de vidéos qui a quand même attiré beaucoup d'attention. Et là, j'ai un malin plaisir depuis les derniers jours de au moins faire une vidéo par jour parce que les gens veulent suivre notre aventure en tant que tel. Fait qu'on s'est servi de ça pour faire un petit peu de bruit. Ça a fonctionné. Ça montre aussi la priorité des Québécois. Hein. Tu sais, des fois, tu te dis, il y a des belles choses qui arrivent, nobody cares, mais il y a un truck électrique qui saute, puis tout le monde saute là-dessus comme des lions. Fait que j'ai vraiment trouvé ça drôle. Je savais, tu sais, c'était prévisible. Puis les gens sont pas méchants. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a des gens qui ont des partis pris comme tout dans la vie, là, dans le vélo. C'est hey, moi je suis Santa Cruz, ah, moi je suis Pivot, puis moi je suis. Who cares? Moi je suis Fox, moi je suis Rockchuck, je suis SRAM, je suis Mano. Alors, c'est la nature humaine. Fait qu'on a juste trouvé ça drôle. Puis on s'est dit, on va revirer ça d'une manière positive. Nos 2 gars, ils ont participé aux vidéos, on s'est bidonné de rire. Et ça l'a attiré ça l'a créé un petit moment viral au Québec. On est bien content de ça. Puis ça l'a fait exploser nos comptes jusqu'à présent. Alors, très content. Ma blonde était comme, elle n'en revenait pas. Elle n'avait jamais vu des chiffres comme ça. Fait on a, encore une fois, ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'on a pris une situation qui était de la merde. Right? Puis, je voulais montrer à mes enfants que c'est dans ta tête, man. Tu peux prendre ça. Puis non seulement tu peux avoir du fun, puis ça va être derrière nous, mais en plus, tu peux peut-être tirer quelque chose de positif de tout ça ou tirer ton épingle du jeu. Puis clairement, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Hein, fait que moi, c'était juste, c'est la suite logique des choses. Puis là, de voir les enfants, mes gars qui comprennent ça à leur âge, je suis comme, OK, ils vont faire de quoi de leur vie encore une fois. C'est cool ça. Fait qu'on est à Moab en ce moment, man. À faire du bike. On s'est rendu avec un truck électrique. La twist, c'est qu'on a un RAM à gaz maintenant, 2500, on s'est rendu jusqu'ici. Il n'y aurait rien qui nous aurait empêché je veux dire, à part un accident ou whatever, mais ce que je veux dire, c'est comme au Tour de Vide, un coup de pédale à la fois, ben là, 1 miles à la fois avec le truck, on s'est rendu. Puis aujourd'hui, on est allé en famille. Je veux dire, les paysages ici. T'es déjà venu, Jean-François, tu me disais, je pense. Ouais, c'est malade, le Utah. Là, j'ai adoré. Le monde qui nous dit pourquoi vous faites ça? Puis aujourd'hui, j'ai pris des photos, puis je pense que je vais mettre ça sur Instagram, puis je vais écrire That's why. Tu sais, genre, tu sais, dude, t'as-tu vu? C'est genre, on est sur une autre planète, ça. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Puis, en terminant, pour te voir faire des conférences, est-ce que t'en fais relativement souvent encore?
Fait que maintenant, j'en book pas beaucoup à l'avance parce que à cause de mes courses d'ultra-endurance, Ouais, je ouais. m'entraîne comme à temps plein. Ma blonde s'en va faire un Ironman en août. Mes jeunes ont leurs courses. On a nos différents défis. J'ai mes différentes entreprises. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que c'est plus moi qui contacte les gens où je leur dis, OK, ça fitterait telle date. Mais ce que je vais faire, c'est que quand le film du GR20 va être sorti, je vais commencer à prendre des dates pour l'année prochaine. Sinon, à date, j'en ai donné dans des écoles qu'on connaît, l'école de mes garçons, des choses comme ça. Mais là, en ce moment, je suis en mode que on a dit, tu sais, j'ai dit que j'allais faire le documentaire, ma blonde a dit qu'elle allait faire un Ironman. Ben, si je me mets plein de conférences sur le calendrier, ça ne fonctionnera pas. Mais Mhm. 2027, je vais commencer à en prendre. On va recommencer à en prendre. Mais si les gens veulent me suivre, c'est très généreux de ta part en passant de me donner cette opportunité-là, on pourrait dire. Dans le fond, si les gens veulent suivre mes aventures, j'ai le YouTube channel, j'aime pas ça. Il faut que je me pratique à le dire en français. La chaîne YouTube, Gabriel Rancourt Cycling. On a le blog, le YouTube, le TikTok et l'Instagram. La famille, c'est du sport. Fait que c'est facile à trouver. Ma blonde, c'est Joanie Grégoire sur TikTok. Elle est en train de monter sur TikTok. Là, elle aime bien ça. Joanie Grégoire. On met nos aventures là-dedans. On n'a pas de. On veut montrer la vraie vie aux gens. On essaie de dire les vraies affaires. Et j'ai hésité pendant très longtemps d'être sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas montrer du fake. Fait qu'on essaie de montrer du vrai. Et là, nos garçons, pourquoi qu'on n'a pas fait grand-chose depuis les dernières années, c'est que je voulais pas profiter de mes enfants et les monétiser. Alors là, ils sont rendus à un âge qui nous disent non, aujourd'hui, ça ne me tente pas de les filmer. Ça ne me tente pas de participer là-dedans. Ils nous le disent, c'est bien correct, puis ils ne sont que des ombres un peu dans les vidéos. Ce n'est pas les vedettes. J'ai jamais voulu monétiser nos enfants, mais on veut parler de la réalité familiale. La famille, c'est du sport. On veut quand même parler de comment deux entrepreneurs, deux personnes qui ont des grosses jobs ou qu'on a plein de projets, comment qu'on arrive à faire des Ironman, des courses d'ultra-endurance, continuer d'avoir des amis, continuer d'avoir un équilibre, continuer de. Tu sais, on essaie de montrer que c'est possible. C'est possible de faire les devoirs sur la route. C'est possible de réaliser ses rêves autant professionnellement que personnellement, que notre couple est encore ensemble depuis 16 ans. Puis que. Tu sais, fait qu'on essaie de parler de ça pour essayer d'inspirer peut-être les Québécois puis d'autres personnes à dire hey, sais-tu quoi, ça se fait. Tout ça, c'est pas facile. Mais Jean-François, ça se fait. Fait que c'est de la façon de nous rejoindre en ce moment. OK, super. Ben écoute, félicitations pour tout, là. Moi, ce qui m'impressionne le plus, je pense, c'est le GR20 avec ton gars, mais ta course que tu as faite de Banff au Mexique, c'est complètement fou aussi, là. Ah, c'est le fun que tu dises ça. Ça prouve juste que justement, il y a tellement du monde. Tu sais, justement, c'est ça qui t'intéresse le plus. C'est bien parfait. Mais j'ai trouvé aujourd'hui, c'est le fun de pouvoir parler de toutes ces choses-là. Mais si on peut finir sur quelque chose, je veux juste dire aux gens, c'est le premier pas, c'est ce qui est le plus difficile. Hein. Les gens, ils savent pas par quoi commencer. Ils se disent, j'ai jamais couru de ma vie. J'entends ce gars-là. Puis c'est ça Ouais. que j'ai peur avec ces podcasts-là. Hein. Tu sais, Mhm. Jean-François, on a une responsabilité, c'est que Ouais. toi, si tu invites juste des athlètes d'haut niveau, les gens se disent I suck, right? Tu sais, Ouais. 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 je vois ces gens-là, puis je me dis c'est impossible. C'est impossible. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que je ne suis pas exceptionnel. Je n'ai pas un VO2 max exceptionnel. Je n'ai pas des facultés exceptionnelles, mais j'ai commencé de quelque part. J'ai commencé à courir un moment donné. On est tous mauvais dans quelque chose. Mes enfants, ils sont mauvais, sont encore mauvais. On apprend tous les jours. Mais ce que je peux dire aux gens, c'est fixez-vous un objectif. Ce que ça fait de fixer un objectif, c'est quoi fixer un objectif? Ben même si c'est 5 kilomètres, mets-les sur le calendrier. Si c'est pas une course officielle puis que tu n'as pas d'argent, mets-les sur le calendrier quand même. Puis il y a un effet psychologique à ça. Tu vas dire ça à tes amis, tu vas dire je m'en vais faire un 5 kilomètres, je m'en vais faire un 10 kilomètres, telle date. Puis là, le matin, au lieu de manger ce qu'il faut pas, puis le soir, avant de te coucher, au lieu d'écouter ta nouvelle série Netflix que tu sais même plus c'est quoi le nom, tu vas te dire non, faut que j'aille marcher dehors. Faut que j'aille. Tu sais pas courir, va marcher 1 kilomètre, va marcher 2 kilomètres. Puis tu vas te sentir bien mieux que de scroller sur ton téléphone. Fait que, Mhm. je suis mauvais là-dedans aussi. Il faut que les gens comprennent, je suis pas spécial.
Ma blonde, des fois, elle dit, lâche le téléphone. Je le dis à mes enfants aussi. Je le dis à ma blonde. On se pogne là-dessus, mais on travaille ensemble dans un but commun. Puis à la fin de tout ça, même si tu te plantes à ta course puis tu fais juste 2,5 km sur 5 km, c'est plus que si tu n'avais rien fait. Puis tu vas apprendre de ça. Puis après ça, tu vas le finir ton 5 km après. Fait que retenez ça tout le monde. Tout le monde part qu'on n'est pas bon. Puis c'est normal. Mais fixez-vous quelque chose, puis vous allez devenir une meilleure personne. Puis le but d'être une meilleure personne, c'est d'accomplir son plein potentiel. Puis le but d'atteindre son plein potentiel, c'est qu'après ça, tu peux aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Puis je pense que ça fait un meilleur monde comme ça. That's it. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. Ben non, mais je suis tellement d'accord avec toi, puis je pense que tout part d'une intention, décision au début. Puis tu sais, des fois, ça peut être la remise en forme. Puis comme tu dis, 5 km, peu importe c'est quoi, là, y en a que ça va être l'accomplissement de leur vie, courir 5 km, puis ces gens-là ont tout mon respect aussi. Puis la dernière chose, et là, après ça, on finit pour de vrai, Jean-François. On se dit que c'est promis, après ça, c'est fini. C'est que moi, j'en ai voulu à beaucoup de personnes dans ma vie parce que vu que je suis parti de pas grand-chose, j'ai vraiment eu de la misère à avoir des gens qui l'ont eu plus facile autour de moi. OK? Mm-hmm. C'était pas facile, c'était pas difficile à battre. Mais quand je suis allé à Haïti 2 fois après le séisme en 2010, j'ai réalisé que le fait d'être né au Québec, tu sais quoi? Même si j'ai pas eu grand-chose quand j'étais jeune, j'ai gagné la loto de vivre au Québec. Mm-hmm. Puis qu'il y a un filet social. Il y a un filet, il y a des ressources, il y a des opportunités, OK? Mais ce que je dirais aujourd'hui, les gens ils l'ont eu plus facile, ou les gens qui ont un talent naturel sportif mettons que tu as un VO2 max extraordinaire, mettons que tu manges n'importe quoi puis tu grossis pas, mettons que tu mesures 5 pieds 3, esprit, là, je sais dessus, moi, OK? Fais quelque chose de ta vie, atteins ton potentiel, puis si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres qui peuvent pas. Puis moi, ma prochaine course, je vais penser à mon père qui a le Parkinson, qui peut plus sortir de chez eux. Je vais penser à tous mes amis qui sont plus là. Je vais penser à mes amis qui sont morts du cancer. Je vais penser à ma mère qui est en train de vieillir. À tous mes amis qui sont paralysés ou qui ont un manque de faculté mentale, du monde qui n'ont pas d'argent, du monde qui ils l'ont pas facile. Fait que si toi, tu es capable de le faire, tu as les capacités d'argent, de temps, de santé, vas-y, fais-le pour les autres, man. Mm-hmm. Fais-le. Puis on va être, selon moi, dans un meilleur monde, tu sais. Fait que faites-le pour les autres si c'est pas pour vous autres, mais faites-le pour vous en premier, par exemple. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Puis si c'est pas ça, si c'est pas assez fort, faites-le pour les autres. Mm-hmm. Super ça. Ben écoute, merci à toi, c'était vraiment le fun. Puis, puis ben bonne continuité, puis bon training pour ta course qui s'en vient. Là. C'est complètement fou là. Puis si tu veux me réinviter après la course, on en reparlera, ça va me faire vraiment plaisir. Si ça intéresse les gens, dites-les dans les commentaires quoi que ce soit. Des fois, c'est un indicateur de est-ce que les gens s'intéressent à ça. Puis pour les gens qui veulent faire une recherche, la Silk Road Mountain Race. Alors, si tu veux qu'on se parle de ça, moi, ça va être à la mi-août. Fait que si tu veux qu'on se reparle à l'automne, Jean-François, ça va me faire plaisir. Ça a été super aujourd'hui. Yes, super. Ben écoute, bonnes vacances à Moab, si on peut dire ça. Là. Si le char à gaz explose pas, on a fait la joke. Si le char à gaz explose, mon gars, là, on va faire des reels sur Facebook. Je vais te filmer ça en 4K, ça va être parfait. Bon, ben super, ben profitez-en bien, puis tu féliciteras aussi ton gars de ma part. Là, ouais, là, il est pas là, mais je vais y dire. Mais je veux juste te dire, Jake, il est comme, c'est un enfant, hein? Fait qu'il est comme, pourquoi qu'ils veulent me passer en entrevue? Lui, là, il est juste allé marcher avec son père pendant 8 jours, puis il est bien content.